Salut à tous, bienvenue sur le podcast Jacadi ou comment réussir si t'as pas dit Jacadi, qui donne la parole à des acteurs et actrices du monde de l'entreprise ayant réussi à transformer une idée en business à succès. Bonjour, moi c'est Cyril Marie, je suis entrepreneur depuis une vingtaine d'années dans la communication digitale et je dirige Inspire Studio, cofondateur de la French Tech en région Rhône-Alpes. Je suis passionné par les belles histoires d'entrepreneurs. Salut, je suis Gérald Debeau. J'ai passé les 30 dernières années dans de belles entreprises à l'international. J'ai décidé de poser mes valises dans la région pour créer Brooklyn, qui accompagne des dirigeants ambitieux et exigeants. Cyril et Gérald, à travers leur passion pour le monde de l'entreprise, ont créé les podcasts Jacadi pour vous partager des histoires d'aventurières et d'aventuriers inspirants de l'entrepreneuriat. Positifs, pragmatiques et surtout persuasifs. De dire à un moment donné, tu es face à quelque chose qui paraît un peu gros, un peu énorme, mais tu as envie et donc tu oublies que tu n'as aucune chance, tu fonces, sur un malentendu, ça peut passer. Toute l'équipe Jacadi tient à remercier notre partenaire, l'établissement des 13 Hommes, un hôtel calme et élégant qui surplombe le lac d'Annecy et qui vous accueille dans le respect des protocoles sanitaires. Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Jacadi. Aujourd'hui avec Gérald, on a le plaisir d'accueillir Pierre-François Tissot de la société InEmotion. Gérald, à toi le micro. Pierre-François, bonjour. Bonjour à tous les deux, salut Cyril, salut Gérald. Bonjour à toi. Petite anecdote, tout le monde m'appelle PEF depuis environ 25 ans, donc vous pouvez y aller aussi. Allez, c'est parti. Alors PEF, pourquoi tu t'appelles Pierre-François ? Tu sais d'où vient ton prénom ? Ouais, l'anecdote en tout cas que mon père me rappelait, c'est que c'était le nom de son boss l'année où je suis né. Alors effectivement, qui avait l'air d'être quelqu'un d'inspirant, ouais. C'est ça ? En tout cas pour lui, oui. Mais il n'y avait pas aussi une partie qui était les prénoms des grands-parents ou quelque chose comme ça ? Je crois que c'est le mix des deux, après ce que j'ai compris. Il y a un peu de ça. Alors, je crois que j'ai évité Charles-Élie. Avec du recul, je suis plutôt content. Mais ouais, je crois qu'il y avait un mix de tout ça. Et puis mes parents voulaient être un peu originaux. Et l'anecdote, c'est qu'aujourd'hui, j'ai 4 enfants qui ont 4 noms composés. Donc j'ai réitéré le truc. Mais je trouve ça marrant de me dire que mon père m'a appelé le nom d'un de ses un boss de l'époque avec qui il a gardé d'excellents liens. Et perso, je trouve ça plutôt positif que l'inverse. Allez, moi je t'appelle Pef. Pef, comment se passe ton enfance ? T'es quel type de gamin ? Je pense au début, je suis plutôt calme. Ma sœur arrive quand j'ai 6 ans, donc j'ai passé un peu de temps tout seul. J'adore jouer aux petites voitures. En grandissant, j'ai pas changé. Et je suis plutôt quelqu'un d'assez candide, je crois. En fait, j'aime bien les gens. Je pars du principe que ça va bien se passer. J'ai une enfance qui est tout à fait tranquille et j'en garde plein de bons souvenirs, à la fois à Grenoble au début, puis ensuite en Isère. Mais je pense une enfance assez paisible, assez standard, à moins que tu aies un dossier là-dessus, mais je crois pas. Alors non, tu bouges un peu, t'es un petit garçon actif, et t'aimes bien la balançoire. Ouais, ça c'est... Et alors, il y a la première anecdote, c'est cette histoire de balançoire, finalement, où toi tu fais toujours à fond, et je pense que on va en parler, c'est un peu le fil rouge de ta vie. Pef, tu fais les choses à fond, toujours, pour aller jusqu'au bout du truc. Mais visiblement, c'est déjà le cas quand t'es petit, sauf que faire de la balançoire à fond, ça peut avoir un effet pervers. Et en face de cette balançoire, chez tes parents, il y avait un pommier. Et tu fais tellement de la balançoire à fond qu'à la fin, tu finis dans le pommier. C'est ça ? Accroché aux branches. Ouais, enfin, j'ai pas réussi à tenir les branches. Non, le fun de ça, c'est que bon, on doit être je pense que je suis en 6e, donc je dois avoir 13 ans et j'ai envie le snowboard commence à arriver et donc c'est en plein été, mais je vois des vidéos où les mecs commencent à tenter des figures, des front flips, des back flips, et je me dis je vais m'entraîner avec ma balançoire à faire des front flips. Et donc je me lance le plus haut possible et j'essaie de faire des saltos avant. Et à un moment je me lance vraiment fort. Et j'avais quand même prévu à l'époque, avec cette notion de sécurité, j'avais tendu une toile entre 2 piquets en me pensant que ça allait m'amortir si jamais je tombais mal. Je suis passé au-dessus de la toile, j'ai fait le salto et je suis retombé sur le bras, que je me suis cassé. Mais sur le moment je suis allé me mettre tranquillement dans ma chambre et je disais rien parce que mon père regardait Roland-Garros et qu'il n'a pas envie d'être dérangé. Et c'est la première fracture en essayant de tenter ce genre d'expérience à 13 ans, ouais. Alors, il y a 2 choses intéressantes. La première, tu viens de dire, et tu as vu le Jacadi, c'est que déjà, tu pensais à la sécurité, même si ce jour-là, c'est échoué. Et la deuxième, alors, c'était pas Roland-Garros, mais moi, je sais pourquoi ton père t'a pas amené tout de suite à l'hôpital, alors que t'étais pas bien. C'est parce que c'était un Grand Prix de Formule 1, tu te rappelles? Et qu'en fait, ton père te dit, OK, mais on attend la fin du Grand Prix de Formule 1, et après, on ira à l'hôpital. Ouais, je savais qu'il y avait un truc de sport, mais OK.
il y a aussi un rapport à la mécanique, d'après ce que je comprends, parce qu'on parle, t'as accès à un quad à 8 ans. On parle d'un scooter des neiges à 10. Il y a aussi ça, en fait, qui te nourrit assez jeune. T'es dans cette partie un peu mécanique. Il y a une histoire de mobilette aussi, je crois. Tu grandis avec ça. Ouais, c'est sûr. Ça, c'est l'héritage, je pense, que même de mon père a eu de son propre père. Mon grand-père était vigneron, donc mon père a conduit des tracteurs avec 2 remorques de vendange quand il avait 13 ans. Il est même allé passer le permis en voiture. Ce qui m'a toujours fait marrer. Il l'a raté la première fois, il est reparti en voiture d'ailleurs. Donc il y avait un usage en fait des véhicules et donc assez rapidement, oui, je crois 8 ans, il me semblait même plus jeune, mon père avait trouvé un petit quad et puis ensuite dans l'hiver, on avait trouvé un scooter des neiges. Et en fait, tous ces véhicules étaient destinés à un usage hors route. Donc c'était vraiment loisir et justement sur l'anecdote de la mobilette, c'est que la mobilette pour moi, c'est aussi le vecteur de liberté parce que ces engins-là ils permettaient de se promener dans les champs parce que soit du côté de nos racines et de la famille donc à côté de Chambéry et de mon grand-père vigneron, on allait souvent les week-ends là-bas et puis ensuite à mon adolescence on vivait en Isère dans une petite bourgade très paisible, peut-être même un peu trop quand t'es adolescent, de la Tour du Pin. Et en fait, à 14 ans, le seul truc à faire, c'est pouvoir aller voir les copains. Et là, la mobilette, ça devient c'est pas tant, c'est l'aspect mécanique qui me plaisait, mais c'est aussi tout ce que ça représente derrière. Et ce qui est marrant, c'est que ça a été un vrai débat avec mon père, avec mes parents, puisqu'en fait, autant j'avais été habitué à avoir des engins motorisés dans les mains étant jeune, autant le fait de l'utiliser sur la route, c'était impossible. Et je me rappelle avoir attaqué à 13 ans, à peu près, à commencer à me tapisser ma chambre de posters pour bien faire passer des messages subliminaux à mes parents. Mais dans la chambre, il y avait tous les meilleurs. C'était Mob Shop à l'époque et Scoot & Scoot. Je mettais tous les modèles. J'en parlais, je pense, à tous les repas. Et donc, j'avais une réponse qui était négative, mais je prenais la réponse négative comme un début d'ouverture de discussion. Cette affaire se fait avec les filles, on est bien d'accord. Bien sûr. Et finalement, j'ai réussi c'est sûr à... que si tu mets des posters de filles dans ta chambre, ça va faire bizarre. C'était un peu limite. Non, c'est cette notion de se dire que le nom est un début de discussion. C'est quelque chose qui va être utile plus tard dans ta vie, je pense. Ouais, un peu, ouais, je pense. Le caractère persuasif, je pense. Et en gros, en parlant régulièrement et en tentant d'argumenter, j'ai finalement, pour obtenir gain de cause, à pouvoir m'acheter une mobilette qui, je me rappelle, quand je l'achète, elle était déjà 5 ans plus vieille que moi, c'est-à-dire qu'elle était de 78, dans un état déplorable. En gros, je voulais quand même l'aval de mes parents parce qu'en plus, il fallait payer l'assurance et que je me voyais mal acheter un truc sur lequel ils étaient contre. On va la chercher, on l'achète et la première chose que mon père fait, c'est qu'on la démonte de A à Z. Alors qu'il est super content d'avoir enfin ton engin. Et non, on la démonte tout en pièces et on la remonte. Et ouais, ça a été le début à la fois du plaisir de rouler en 2 roues et en même temps de la liberté que ça procure pour aller voir les copains parce que c'était le seul moyen que j'avais à l'époque, quoi. Pef, on peut arrêter pour moi l'interview puisqu'on vient de parler de sécurité et de 2 roues, ça y est. On est arrivé au bout, pratiquement. On a fait le tour de la boucle. Mais ce qui est intéressant, c'est cette passion, cette transmission de la passion, de démonter la mobilette et ensemble. C'est vraiment pour transmettre aussi la mécanique, le fonctionnement, les principes, puis peut-être aussi de la sécurité. Ils voulaient vérifier que tout allait bien, peut-être. Ouais, ce que j'ai compris derrière, en fait, c'est que l'approche était à la base plutôt de se dire, ouais, je voulais le plus beau des scooters, et mon père se moquait souvent de moi, parce que quand on rentrait dans les magasins, parce que il me disait non, mais il acceptait quand même qu'on allait faire un tour les week-ends dedans, parce que ça lui plaisait aussi, quoi. Et quand on rentrait dans les magasins, je fonçais sur les modèles tout neufs, dernier cri, et il me disait, écoute, pourquoi pas, mais faut prendre un truc où tu vas bricoler. Il y avait une transmission du côté, faut comprendre ce que tu vas utiliser, et puis ça tombe pas comme ça. T'as 14 ans, mettre à l'époque, je crois que ça vaut maintenant mettre 2-3 000 euros pour un jeune de 14 ans, non, c'est trop cher. Et donc il y a aussi une éducation sur ça ne vient pas tout seul, quoi. Et voilà, on a acheté cette vieille mobilette. J'ai dû la repeindre 3 fois. Je crois que les dernières peintures que j'ai faites, j'avais tellement envie d'aller l'essayer qu'il y avait encore les coulures qui restaient parce que ça n'a pas séché. Mais n'empêche que il y a eu cet apprentissage là. Et puis effectivement, changer entre autres les freins parce que elle freinait plus très bien quand je l'ai récupérée. Il y a également un autre environnement qui va être important sur lequel finalement ça t'a inspiré, c'est tout ce côté animation et compagnie. Donc moi, les complices me disent, Gérald, l'inspiration qu'il a à un moment, c'est notamment le gentil Géo au Club Med, ce côté animateur. C'est un truc important pour toi et je pense qu'on va le retrouver parce qu'on va parler de Tribu un peu plus tard, qui est encore aujourd'hui un format très important dans ta vie avec tes proches. Donc quand t'es ado, il y a ce côté animateur, il y a ce côté, je crois même que tu fais un peu DJ à un moment, il y a ça, c'est important pour toi. Oui, c'est effectivement assez clé et je pense fondateur pour moi.
Au départ, ça vient du fait de prendre du plaisir avec des gens. Et je l'analyse comme ça a posteriori. Et tu vois, ça reboucle avec l'histoire de la mobilette. L'enjeu de la mobilette, c'était de retrouver les copains. Il y a effectivement le fait d'animer, de se marrer, de passer un bon moment ensemble. Et pour moi, de prendre, d'avoir cette sensation quand il y a ce moment-là, de se dire d'avoir été un peu à l'origine ou d'avoir contribué à ce moment de plaisir. Et ce moment de plaisir qui s'achète pas parce que c'est des gens réunis qui se marrent. Tu peux créer l'endroit, tu peux créer le lieu, tu peux mettre les ressources financières et autres mais tu n'empêcheras pas le fait que si tu as les bonnes personnes, si tu as réussi à les mettre là et que ça se passe bien, c'est telle chimie, cette mayonnaise qui prend, c'est génial. Et quand j'avais 5 ans, je voyais mon père qui était très actif dans l'univers dans son association de village où il faisait pas mal de fêtes au village et autres. Donc j'ai vu tout petit avec des micros, avec ça. Et je me suis dit, ça c'est marrant. Quand j'étais petit, je veux faire pareil, quoi. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, à 14 ans, dans cette petite province de la Tour du Pin, très paisible, très sympa, en fait, qu'est-ce que tu peux faire? Pas grand-chose. Donc, il y avait le foot. Le foot, j'étais pas bon. J'ai eu l'information. Hein. Voilà. Je suis que désolé, mais voilà, il n'y a pas de regret sur ta carrière, non, ta non-carrière. J'ai tenté, mais je totalisais plus de cartons rouges à moi tout seul que toute l'équipe, parce que j'arrivais pas à dribbler mieux que les gars, donc je me remettais à d'autres moyens. Et donc il y avait sinon les potes, et en fait à 14 ans, tu peux pas rentrer en boîte, donc on s'est créé nos soirées. Et chacun contribuait un peu. J'avais un pote, Eric, dont les parents étaient assez sympas pour nous laisser à la maison, et puis avec un autre pote, Nicolas, on s'est dit, nous on va faire le côté musique, quoi. Et ce qui est assez génial là-dedans, c'est qu'on a commencé à se mettre derrière les platines et à prendre et je trouve avec du recul qu'en fait, quand t'es derrière les platines, t'es en fait en train de tester ton market fit à chaque chanson. Ton marché, en fait. C'est les gens dans la soirée. Exact. Et en gros, à chaque fois que tu passes d'une si tout le monde se barre, tu t'es planté. Et voilà. Mais c'est en direct. C'est de l'A/B testing live. Et c'est là où j'ai commencé, je pense, à développer l'aspect d'écouter, d'observer le besoin. Et en fait, cette expérience de sono, elle est marrante parce qu'au départ, on a fait pour les potes, qu'on a commencé à s'équiper parce qu'on voulait avoir de plus en plus le meilleur matos. Donc, on avait 14-15 ans, il fallait motiver les parents pour nous emmener à Lyon acheter la dernière platine qui venait de sortir. Et on l'achetait par morceaux en fonction de ce qu'on se faisait payer, parce qu'au départ, on le faisait pour les potes, puis on a commencé à se faire payer, puis c'est arrivé jusqu'à faire des fêtes au village de 400-500 personnes, de faire l'anniversaire d'un grand-oncle, d'un pote qu'on connaissait pas. Et là, quand on arrivait à 16-17 ans, alors 18 parce que mon pote avait le permis et 17 parce que moi, je prenais la voiture derrière, j'y viendrai, mais on connaissait pas les gens et il fallait faire en sorte qu'ils passent une bonne soirée. Et là où on n'était pas très bon en commerce, c'est qu'on vendait une prestation pour une soirée et notre but, c'était que ça dure le plus tard possible. Parce que quand on partait à 6h du matin, on se disait « les mecs en ont bien profité, quoi ». Et c'était un calage à chaque CD de se dire « Tiens, c'est ces gens qu'on connaît pas ». On a fait des soirées de gens qui avaient 40, 50, 60 ans. Et on essayait de mettre des disques, et je me rappelle qu'ils nous disaient à la fin, vous êtes balèzes les jeunes parce que vous mettez des musiques qui datent, qui sont lancées 20 ans avant votre naissance. Et c'était le fait de comprendre directement ce qu'il faut mettre par rapport à un timing de la soirée. Est-ce que les gens sont à l'apéro, ils veulent discuter, il faut rester calme. Est-ce que il faut commencer? On avait nos quelques recettes clés. T'as 2-3 disques, si tu les mets et que ça lance pas, ça lancera jamais. Il fallait s'aligner un peu avec le fur et à mesure que les discussions montent, que les cocktails tournent, et puis ensuite caler par rapport aux envies de chacun et faire en sorte que la soirée elle dure et que les gens à la fin se soient vraiment pris du plaisir, quoi. Et avec du recul, c'est ça. Est-ce que tu es en train de nous dire que le message que tu passes pour un futur entrepreneur, c'est pour faire son crash test, son business plan ou pilote, il faut qu'il fasse du DJ de la sono? C'est ça que le message que j'entends? En tout cas, c'est une forme d'apprentissage d'un résultat direct sur ce que tu proposes à un marché et comment il réagit. C'est assez rare que tu aies en fait un effet aussi direct. C'est-à-dire, tu mets un mauvais disque, la piste se vide tout de suite. C'est ça. Là, tu as un petit moment de solitude. En général, les gens te regardent. Tu as aussi le moment où le CD, à l'époque, ça plantait. Hein. Tu avais le CD qui craque. Quand on avait peu de matos, on avait récupéré un ampli dans une déchetterie, qu'on avait changé 2-3 condensateurs. Quand tu animes une fête au village, que tu es sur les coups d'11h minuit, que ça commence à chauffer, c'est pas bon. Et que tu as l'ampli qui clignote, si jamais il clip, quand il clip, c'est qu'en gros, il s'arrête. Ouais. Là, tu as des petits moments de solitude. Et c'est live. Et c'est ça, je trouve, qui était marrant dans l'apprentissage, c'est que tu es en direct et tu as les gens en face. Donc, il y a cette fête de tout ce qui est lié au théâtre ou aux prestations, tu es en direct. Comme un restaurateur qui sert un plat, et à la première bouchée, il voit le client tirer la tronche. C'est vachement formateur et ça t'apprend à réagir très vite pour recorriger le tir, quoi. Il y a un truc que j'aime bien également dans cette période, tu l'as dit, donc la Tour du Pin. On est dans un environnement rural où on y trouve d'autres intérêts.
Et puis, il y a un truc complètement grand écart, c'est que ton père est dans une carrière internationale, dans une grande boîte, une superbe boîte d'ailleurs, internationale américaine. Donc, ton père voyage beaucoup et il fait quelque chose, c'est qu'il te ramène régulièrement des trucs des US. Et toi, t'es le petit mec de la petite bourgade rurale, mais tu te retrouves, et je pense notamment à des fringues, souvent à des trucs complètement décalés, voire en avance, mais incroyables. C'est toi quasiment à la Tour du Pin qui a introduit les fameux survêtements à scratch, c'est ça qui venait de la NBA, des trucs comme ça? Ouais, c'était marrant effectivement à l'époque, pas internet, pas de réseaux sociaux, donc la diffusion des nouvelles, des modes et autres se faisait quand même un peu plus lentement. Et mon père, je pense, pour compenser un peu le côté je suis pas là pendant une semaine ou deux, en plus quand on l'appelait, il était grâce à HP pour pas les citer, que tu connais, dans des coins super sympas, et il ramenait des petits trucs. Et au fur et à mesure, je lui demandais j'adorais le côté gadget. Donc il m'a ramené, je me rappelle, les premiers ciseaux électriques. J'emmenais ça en école primaire, je coupais des trucs comme ça. C'était toi le... Ensuite, j'avais des lunettes à hologramme, donc c'était Inspecteur Gadget, le surnom à l'époque. J'ai eu les premières iBook Pump avec le système qui les gonflait tout seul. T'avais même pas besoin d'appuyer. Alors j'étais nul au basket, mais j'avais les premières pumps. Et c'était pas tant le côté de pouvoir frimer, c'est que je trouvais ça super marrant d'avoir ce genre de gadget. Il y avait aussi des bonbons qui étaient improbables. J'en filais à plein de potes où en gros au début ils étaient super doux, puis d'un coup t'avais une odeur épicée hallucinante qui s'appelait les Atomic Fireball. Et le résultat, c'était toujours aussi pour partager un peu ce truc-là. Et c'est vrai que je me disais, c'est génial en fait, une boîte. Enfin, je vivais ça comme ça, vu de mon âge. Mon père bosse dans une boîte qui lui permet en fait de se marrer, de voyager, de découvrir des choses. Ça a l'air génial, les grands groupes, quoi. C'est clairement l'image que ça me donnait à cet âge-là, quoi. Et c'est là que donc tu as découvert le métier d'influenceur en quelque sorte. J'ai jamais vu comme ça. Ouais, j'avoue qu'il y a certains trucs que j'avais sortis où c'était plutôt le métier de bon là faut pas, ouais, ça c'est l'innovation qu'il fallait pas sortir. Donc il y a eu du bon, du pas bon. Mais par contre c'est vrai que j'ai jamais le côté le ridicule ne tue pas, heureusement, parce que c'est vrai que ça m'a jamais empêché d'avoir des trucs complètement improbables. Et tu sais, au collège, on est tous un peu habillés pareil avec les mêmes marques, et moi ça me gênait pas trop sur certains trucs d'arriver avec un truc complètement décalé, parce que ce que disent, alors c'est un peu pompeux, mais la solitude des pionniers, quand t'es avant la mode, t'es tout seul, quoi. Premier mec qui s'est connecté sur Internet, il a pas trouvé grand chose, hein. C'est sûr. Pef, tu fais tes études, notamment ton lycée. On est au lycée Saint-Marc. Tu vas passer un bac. Alors moi, ce que j'entends, c'est que tu es plutôt bon à l'école, et notamment en maths, hein. On me dit même que c'est quasiment premier de la classe. Ça se passe comment, cette partie études? C'est quelque chose que tu vis naturellement? Il n'y a pas d'effort particulier? À l'époque, franchement, pour moi, le lycée, c'est voir les potes. Ouais. Et c'est la vie sociale. Aussi, non, ouais. mais franchement, j'y vais avant tout pour ça. D'accord. Je me souviens d'un ou deux profs qui m'ont marqué en physique, en philo. Monsieur Bamoni en philo, professeur génial qui nous ouvrait l'esprit et qui nous disait à l'époque, apprenez à penser par vous-même, prenez vos décisions. Et on les prenait en général parce qu'on n'allait pas au cours d'après, on s'amusait à faire du skate dans la classe. Et d'ailleurs, ça m'a valu, je pense, le fait l'inimitié de la moitié de mes profs, je pense, en terminale, et une super relation avec l'autre moitié. Mais pour moi, les études, c'est à côté. En fait, à ce moment-là, avec mon pote Nicolas, on commence à faire pas mal de sonos. Il y a des semaines, enfin il y a des mois où on fait deux, trois soirées de sonos. On est payé pour ça. Alors, les prescriptions et tout ça, c'est au black, hein. Bien sûr. L'anecdote, c'est même qu'à l'époque, quand on commence à avoir beaucoup de matériel pour faire des grosses soirées, il faut 2 voitures. Et en gros, moi, je récupère discrètement la voiture des parents alors que j'ai 17 ans. Et en fait, je colle l'autocollant conduite accompagnée parce que on s'était dit, OK, on se fait arrêter. Je dirais que j'étais accompagné de mon pote qui avait le permis devant moi. Et 2 voitures chargées de sonos, dont une où celui qui conduit a pas le permis. Et Pef, on va se le dire, tu pensais que tes parents n'étaient pas au courant? Alors moi j'ai la réponse. Je pensais. Pef, moi j'ai la réponse. Tes parents le savaient absolument. Tu sais ce que me dit ton père? Je trouve ça extra. Il me dit, Gérald, on le savait. Par contre, mon fils, tout en étant dans ce côté sono, sympa et compagnie, a toujours été un garçon très sérieux. Et en fait, il y avait une question de confiance. Donc, visuellement, t'as jamais été engueulé par tes parents, alors que c'était un peu borderline, hein, quand même, hein, surtout à l'époque, hein. Et donc, il le savait, mais il y avait une sorte de permission. C'est quand même extra d'avoir des parents qui, sans le dire, te laissaient cette liberté-là et te faisaient confiance. C'est chouette, ça. Ouais, en fait, c'est l'approche que moi je trouve top. D'ailleurs que j'essaie de retrouver avec mes enfants ou aussi avec mes collègues. C'est le principe de la confiance et de responsabiliser. Et en fait, moi, à certains cas, quand à 8 ans, je me suis retrouvé avec un quad dans les mains, mon père m'a expliqué le risque de faire mal à quelqu'un. Et ça m'arrive très souvent de descendre sur le petit terrain de foot du village et de le prêter.
parce que j'avais pas du tout envie d'être le seul à faire le malin, j'avais envie de le prêter, mais donc je me mettais une responsabilité de faire rouler des gens avec. Exactement. Et j'avais compris en fait que tant qu'en fait tout se passait bien, cette liberté elle existait. Et typiquement, quand on faisait les sonos avec mon pote, on buvait pas une goutte d'alcool, on finissait à 6h du matin à ranger tout le matériel, à 8h on était chez nous, avec le matériel rangé, et on se couchait, et je remettais vite la voiture discrètement. Et je me doutais, oui, effectivement, qu'à un moment ça se voyait, mais on a toujours été dans cette approche en se disant, comme on est un peu sur un chemin de crête, faut vraiment qu'il nous arrive rien. Et il nous est rien arrivé. Et c'est important. Il faudra pas que mes enfants écoutent ça, quand même. On le coupera. Ou tu leur boucheras les oreilles, mais là, t'as pas assez de main pour boucher les oreilles de tous tes enfants. Non. Il y a un truc important aussi, c'est parfois les nuits n'étaient pas aussi marrantes et musicales que ça, parce que il y a aussi le premier job. Tu te rappelles ton premier job? Tu te lèves à 4h du mat, ou tu embauches à 4h du mat. Ouais. C'est chez Pasquier, tu fais des brioches. Ouais, l'été avec les potes, on voulait partir en vacances une semaine en camping, et donc il fallait se payer les vacances, et on bossait tous. Donc en gros, à partir de juin, il fallait trouver un boulot. On allait à la boîte d'intérim, et moi je tombe sur Pasquier. Les brioches, c'est marrant. Et en fait, c'est une boîte qui bossait aussi bien la journée que le soir, parce qu'il fallait livrer les supermarchés le matin. Et donc les horaires, c'était suivant les commandes du lendemain, de 8h du soir, ou des fois on attaquait à 11h du soir et on bossait la nuit. Et je rentrais à 5h du matin. L'ambiance était top. C'est une boîte qui était assez agréable. Il y avait une vraie autonomie laissée aux gens. En plus, on pouvait se servir en brioche, et mes potes, ils attaquaient à 6h du mat, et je leur amenais les brioches, en fait, le matin. Et ce qui était génial, c'est que j'ai jamais eu trop de problèmes à vivre la nuit, donc ça m'allait super bien. Le samedi, quand on sortait en boîte, j'étais au top. À minuit, j'étais refait. Et c'est une première expérience d'avoir, en fait, je tressais les brioches tressées avec du chocolat ou avec des petits grains de sucre. Et en fait, à l'époque, c'était pas automatisé, donc cette brioche tressée était tressée à la main. C'est une première belle expérience dans une jolie boîte. L'été d'après, c'était plus marrant. Avec les potes, on est trouvé chez Playtex Wonderbra. Ouais. Donc là, on manipulait les sous-vêtements. On a beaucoup appris. C'était très formateur. Alors, c'est une très bonne transition, parce que maintenant, on va parler d'aumônerie. Ouais. C'est une très bonne transition. Alors ça aussi, c'est un truc qui t'occupe un moment. Alors là, c'est marrant parce qu'on est dans un format un peu plus conventionnel, un peu plus cadré, c'est ça? On parle de sorties, c'est quoi, une semaine ou deux, c'est des camps carrément? Ouais. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est dans un endroit où t'as deux choses à faire. Le foot, je suis pas bon, ouais. Et il y a l'aumônerie. L'aumônerie, c'est quoi? C'est en gros, donc c'est lié à l'Église catholique, qui organise pour les jeunes en fait des moments, et ça va passer par des journées où on se retrouve tous, puis ensuite des week-ends, et puis aussi il y a des camps l'été de 15 jours. Et en gros, on se retrouve à y aller avec les potes, et on invite même des potes qui sont complètement athées. On a un pote musulman qui vient, et ça devient vraiment un moment, et c'est là où il y a une vraie ouverture d'esprit qu'on trouve sympa. Mais par contre, c'est une organisation qui fait beaucoup confiance au bon Dieu, quoi. Donc les moyens sont très limités. On fait un camp une année où on passe 10 jours sur 15 avec des tentes qui sont dans un état déplorable, dans un champ où il pleut tous les jours, on fait rien, les budgets sont très faibles, on fait que de la randonnée. Mais par contre, on a tout à construire nous-mêmes entre nous. Et l'autre truc qui est marrant, c'est qu'on est encadré par un peu une vieille garde locale qui est un peu traditionnelle, pas dans les idées, mais dans le fait de nous créer des règles qui sont très très strictes. Pas le droit de manger dans les tentes, pas le droit de sortir, pas le droit d'être réveillé après 9h du soir, pas le droit d'être dans des tentes mixtes. Et donc nous, le plaisir qu'on a à chaque fois, c'est de jouer avec ces règles. Et c'est devenu à la fin le sport national avec les copains. Et peut-être c'est aussi ça qui est toujours avec cette côté, quand je prends un nom, je pense que c'est le début du discours. Ben là aussi, on était dans ce mode. Bon, ils sont pas d'accord. La question c'est pas de savoir. Donc on n'a pas le droit de le faire. La question c'est comment on le fait comment on le fait quand même pour que ça se passe bien. Et deux fois, ça se passe moyennement bien. Une première fois, et c'est plutôt sympa, tu te barres la nuit pour aller acheter à manger parce que vraiment c'était un gros problème. Et la deuxième, il y a une histoire de flirt. Alors là, par contre, tu te fais choper par la police, c'est le cas de le dire. Ouais. Et en fait, tes parents sont convoqués et t'es carrément exclu du clan. Ouais, t'as toutes les news là. Ouais, alors, tu confirmes ou pas? Ouais, on se retrouve sur. Les dernières années, on faisait des camps itinérants. Leur but, en fait, c'était de nous fatiguer à mort pour qu'on soit le moins créatif possible et qu'on dorme la nuit. Donc, on faisait des marches de 10-12 heures avec des sacs à dos de 20 kilos, les tentes sur le dos, dans des coins improbables. Pour revenir au même endroit presque. Ouais, souvent. Ou alors, et puis on plantait les tentes dans les coins, il y a des cailloux. Enfin, c'était à la fin, ils se disaient bon, les animateurs, dont certains étaient très sympas, mais qui étaient cadrés, il fallait quand même qu'ils aient la responsabilité de jeunes. Donc, il fallait faire attention. Bien sûr.
Et donc on se retrouve dans Ardèche, dans un petit torrent, et on monte nos tentes, et là arrive un camp d'Allemandes. Oh non. Et avec les potes, on se dit, waouh, génial. Un signe du destin. Et tous les soirs, avec le Monnerie, il fallait organiser en gros ce qu'on appelait la veillée. C'était des jeux c'était des groupes, on était des camps, on était une 50aine. Et donc par tour de rôle, on faisait le repas, la vaisselle, la veillée. Et donc là, je me débrouille pour changer de tour avec d'autres. Je leur dis, les gars, la veillée, c'est moi, et on va faire une soirée. Ben oui, t'avais un peu de pratique en plus. Un petit peu donc j'étais avec mon pote Nicolas, et on se débrouille, et on invite les Allemandes, et je me synchronise avec mon pote Nicolas. Je lui dis, on était 20 garçons, 5 filles, pour dire un petit peu, là, il y avait une notion de marché en océan rouge, hein, plutôt. Grosse concurrence. Ça dansait avec les bras, on va dire. Et je dis à mon pote Nico qui était au platine, je dis quand je te fais signe, tu mets alors à l'époque le slow qui cartonnait, c'était celui de Top Gun. Take my breath away. D'accord. Si tu vois lequel c'est. Incroyable. Superbe. Et il le balance, et là je me cale, je précipite sur la cible de la soirée, qui s'appelait, je me rappelle, Tania, très sympathique. Et puis bon, bah, comme quand t'es adolescent, quoi, tu finis au bord d'un torrent, donc tu vas pêcher, et bon, et on est 2 potes à faire ça, et on se fait choper par les animateurs, et ils nous disent pas, on est convoqués par les parents, ils convoquent nos parents à l'arrivée du camp. Et oui, c'est un peu la dernière fois où ils nous disent, bon là, vous allez un peu trop loin, nous, vous voulez même devenir animateur, on trouvait ça sympa, ils nous ont dit, mais vous imaginez si vous êtes de l'autre côté, c'est vous qui allez expliquer ça, donc ouais, on s'est fait gentiment remercier. Et je me rappelle mes parents en repartant avec un petit sourire en mode, bon, on espère que t'as été prudent et que tu l'as bien respecté, mais ça a plus fait marrer qu'autre chose, quoi. J'aimerais revenir sur cette histoire, tu grandis avec cette histoire de mécanique. Alors pour l'instant, on a parlé de choses qui tenaient sur 2 roues. On a fait du quad, on a fait du quad, c'est 4 roues, mais bon. Pardon. C'est avec un guidon, ouais. Voilà, avec un guidon. Mais après, t'es passé à la 4 roues avec un volant. Et là, il y a un objet mythique. Et tu disais que ça revient à la mode. Alors moi, je pense que t'es pas neutre sur l'histoire, mais à voir. Et là, on va parler du Fiat Multipla, qui est très pratique, mais très moche, mais très pratique. C'est exactement ça. D'ailleurs, c'est une phrase qui me suit encore aujourd'hui. Je dis très souvent, c'est rare que quelque chose qui soit beau soit pratique, et à l'inverse aussi. Et c'était le cas. Vous avez 4 heures, je le sais éditer. Et c'était le cas. L'histoire du multiplat est géniale. Donc, t'imagines que ça fait, depuis que j'ai 7-8 ans que j'ai des engins motorisés dans les mains. Mon père suit la Formule 1 et je le suis avec lui. Donc, qu'est-ce qui se passe? À 13 ans, j'avais préparé le terrain sur les mobylettes. 16 ans, je fais la conduite accompagnée. Donc, à 18, je prépare le terrain sur les voitures. Mais bien évidemment. Et là, mon père me dit, bon, je vois bien comment tu le fais en mobilette, je vois bien tout ça, je vois bien la voiture, et je vais t'acheter la seule voiture avec laquelle tu vas pas pouvoir faire le malin. Ah merde. Et il achète le Fiat Multipla. Ouais. Et effectivement, à l'époque, les potes, ils roulaient, le rêve qu'on avait, c'était les Clio Williams, les Golf GTI. Et là, Fiat Multipla. Aïe, aïe, aïe. C'est un peu dommage parce qu'à la même époque, il y a la Barchetta qui est jolie. Ouais, chez Fiat, il y avait d'autres trucs, mais je pense que là, il a vraiment joué le jeu. Il m'a dit, je vais t'acheter le truc avec lequel tu vas. Il est cohérent dans sa démarche. Ouais. Et apprentissage, tout ça. Et en fait, c'est devenu un peu la voiture de la team. Premièrement, parce qu'elle avait 6 places. Donc en fait, quand on allait en boîte, ça en faisait un de plus qui pouvait boire pendant que celui qui conduisait buvait pas. Ensuite, je me rappellerai tout le temps, on part un jour de boîte, le célèbre Moulin du Champ, une des rares boîtes qui était vers chez nous dans l'Ain. Il y a un contrôle de police parce qu'il y avait 2 routes pour aller à cette boîte, donc très facile. Toutes les mecs qui avaient effectivement les magnifiques voitures se font tous arrêter. Et nous, on passe devant la police qui nous regarde avec une sorte de regard un peu triste en mode, bon, vous avez déjà un multiplat, on vous laisse passer. Résultat, on est les seuls à pas souffler. Et on retourne chercher 2 filles qu'on trouvait sympas, qui étaient plutôt avec d'autres mecs qui avaient des jolies voitures, qui se sont fait contrôler, qui se sont fait arrêter, et on a ramené les 2 filles. Bon, ça, et l'anecdote, c'est que le multiplat, il y a 3 sièges devant, 3 sièges derrière, on était 4, et on avait casé les 2 filles, une au milieu, une derrière. Et quand on se fait arrêter, on dit au policier qui nous regarde, il voit 3 personnes devant, et mon pote sort la vanne, ou je sais plus si c'est moi, qui dit au flic, non, vous inquiétez pas, elle est pas assise sur le levier de vitesse. Bien, c'est bon ça. Alors, je l'avais pas. toujours un peu je ne l'avais pas, ça la paix. Et ce multiplat, en fait, il nous a suivis au long de plein de soirées. Il a suivi à l'ECAM, il nous a servi à fond pour charger le matos de sono, et il est resté mythique. Et ce qui me fait marrer maintenant, c'est que tu vois des chaînes YouTube, il y a Villebrequin, il y a aussi le quartier général du Troll. Ils sont en train de ressortir des multiplats et de faire du tuning dessus. Et mon père à l'époque m'avait dit, mais cette voiture, elle va être mythique.
Et je lui disais, mais t'as craqué complètement. Je lui disais, Non, mais surtout, même le nom est catastrophique. Oui. Je veux dire, les mecs au market, ils se sont dit, on va faire le pire truc possible. Pour ceux qui s'en rappellent pas, allez sur Google, faut vraiment voir le stage 1 où il y avait un espèce de bourrelet avec deux phares en haut. C'est un dauphin. Voilà. Et on dirait de libellule. Ouais. Et puis en plus, ce qui était assez génial, c'est que t'avais un siège à gauche, un siège à droite, et le siège au milieu, il y avait pas d'airbag. Par contre, il y avait les climatiseurs. Donc sur Canal, ils avaient dit 2 sièges passagers avec airbag et un hachoir au milieu. Oh merde. Bref, mais franchement, c'est typiquement le genre d'objets qui sont des vecteurs pour se marrer, des vecteurs de road trip et qui sont restés. Et c'est marrant de voir que voilà, le market s'est un peu planté, mais n'empêche qu'aujourd'hui, des gars qui font du tuning sur Scénic, j'en connais pas, ou sur Renault Espace, et sur le multiplat, sur YouTube, c'est en train de reprendre un coup de boost énorme. C'est énorme. Je suis sûr que c'est une voiture qui va devenir collector a posteriori. Pef, je voulais juste préciser quelque chose, c'est important. Tu vas redoubler de ton propre choix ta terminale. Et parce que, non pas que t'as pas le bac, c'est que parce que tu estimes que ton dossier n'est pas suffisant, parce que toi, t'avais un objectif, c'était rentrer dans une école, c'est ça? En particulier, t'avais déjà ton chemin? Oh, t'as bien packagé le truc, là. J'ai fait beaucoup d'efforts. Ouais. Le vrai off, c'est donc année de terminale, on passe des bons moments avec les potes. Je me fais pas que des amis au niveau des profs. T'as dit moite-moite, hein, t'as dit que 50%. Et ce qui se passe, c'est qu'en gros, ils me font un dossier où ils mettent ne se prononce pas. Pour tout ce qui est école de commerce, école d'ingé. Et je me voyais pas en fac, je me disais que j'avais quand même besoin d'un cadre. Et à l'époque, mes parents me disent bon, t'as le bac, finalement t'as quasiment rien l'année prochaine. Alors je pouvais rentrer en IUT ou autre, mais ils m'ont dit t'as 2 choix. Soit en fait tu t'éclates dans ton sujet de la sono, parce que c'est vrai qu'en terminale j'avais fait quand même un paquet d'animations et tu veux te lancer et on te donne 2 ans pour t'aider un petit peu financièrement pour lancer ça. D'accord. Soit avec le même budget on te redonne une année joker, quoi. Tu refais une terminale. Ce qui est là aussi, vraiment, je trouve, formateur en termes de responsabilité. Bon, t'es face à une décision qui est pas évidente, et un joker, mais par contre, assume ton choix. Je me sentais pas le talent de David Guetta ou des Daft Punk à pouvoir sortir les albums qui tuent. À l'époque, c'est eux qui cartonnaient. Et donc, je préfère faire le choix un peu raisonnable de retenter une année. Et donc, je refais une terminale dans un autre lycée, pour le coup, à Lyon, pour refaire un dossier et aussi pour affiner un peu justement mon orientation. J'étais pas très clair sur ce que je voulais faire à l'époque. Et du coup, cette deuxième terminale, tu l'abordes différemment parce que on l'a compris, t'étais un petit peu dissipé, t'étais un petit peu tout ce qui va bien, c'est ouais. Oui, au départ, c'est clair. J'arrive à Lyon. Chercher le dossier et tout ce qui va te permettre de rentrer. Ouais, il s'agit quand même de prendre conscience pour moi de l'impact quand même fort des études. C'est-à-dire, ok, je voyais qu'en fait, j'apprenais pas des trucs qui me servaient tout de suite. Et à l'époque, je me retrouve donc, il y a pas beaucoup de lycées en fait qui t'acceptent quand t'as déjà un bac. Ah ouais, d'accord. Parce que en fait, les lycées publics déjà te disent bah non, t'as le bac, donc t'as rien à faire. Tu prends la place de quelqu'un qui lui l'a pas. Ouais, tout à fait. Ben oui, bien sûr. Ce qui est logique. Oui, bien sûr. Et il y a le lycée Saint-Marc des Jésuites à Lyon qui accepte ça. Donc je pars à Lyon, je trouve un petit appart d'étudiant alors que je suis en terminale, donc c'est marrant, je suis un peu en décalage. Ouais, en décalage, ouais. Et j'arrive dans un univers, dans des groupes où là j'ai plus aucun pote, tu repars d'une personnalité à zéro. Et d'ailleurs c'est là où en fait où un des membres de la classe, c'est lui qui m'a donné ce nom de Pef que j'ai gardé depuis, qui est Edouard, qui est un pote avec qui on a encore de super liens. Et ce qui est marrant, c'est que les premiers mois, je travaille bien, les notes sont bonnes, je dois être premier ou deuxième de la classe, c'est normal, hein. Enfin, je veux dire, j'ai déjà vu les cours. Et j'en profite pour réfléchir un peu sur mon projet professionnel. Je lis notamment 99 francs de Bec BD. Oui, exact. Ouais. Et à l'époque, j'adorais culture pub. J'étais déjà attaché à l'histoire des marques et ce qu'il y avait derrière, quels étaient les gens qui avaient créé ces marques-là. Je me disais toujours, en étant plus jeune, mais c'est qui est plus fort dans la cité de la peur, l'hippopotame ou l'éléphant? Moi, c'est qui est le plus fort? C'est Bill Gates ou c'est Bush, quoi? C'est le président des États-Unis ou c'est celui qui a la plus grosse boîte. Et donc cette partie un peu histoire de marque, histoire d'entreprise me passionnait. Donc je lis 99 francs et je me dis waouh, l'envers du décor. Drogue, coke, milieu un peu puant comme le décrit Bec BD dans son bouquin. Je pense qu'en plus il y a pas que du faux quand il le dit. Je me dis ça, à titre perso, je me vois pas là-dedans à 18 ans. Et c'est ça qui fait que sur cette année de terminale à Lyon, je m'oriente plus vers une formation plus en phase avec ce que je connais, avec d'où viennent mes parents, mes oncles, qui est l'ECAM de Lyon, quoi. Donc voilà, du coup ça te permet, donc tu as le bac une seconde fois, oui, avec du coup ce dossier qui te permet de postuler, et là on rentre dans une période qui va également être importante, c'est l'ECAM, cette école catholique d'arts et métiers de Lyon,
où tu es avec un diplôme d'ingénieur. Tu vas y passer 6 ans, 6 ou 7 ans, 6 ans. 6 ans, je gagne une année de plus, ouais. J'y étais bien. On va en parler. Et là, il se passe un Jacadi incroyable. Ouais. Incroyable. Tu vas rencontrer quelqu'un qui va devenir quelqu'un d'important, c'est ton pote, et qui est encore aujourd'hui. Et la raison pour laquelle vous vous rencontrez, alors ça c'est Jacadi, c'est tout simplement parce qu'à l'époque il y avait des groupes, et les groupes étaient faits par ordre alphabétique, et la raison pour laquelle vous allez vous retrouver ensemble, c'est parce que tous les deux vous avez un nom de famille qui commence par un T. Exactement. Rémi c'est Thomas, et lui c'est Tissot. C'est ça. Et donc vous vous retrouvez dans un groupe, et il se passe quelque chose dès le départ, et ça c'est une amitié qui dure encore aujourd'hui, et d'ailleurs qui va nourrir le projet professionnel. C'est des bonnes années, ça aussi encore. Hein. C'est super années. Il y a un premier Jacadi avant celui-là que je trouve mythique. Dis-nous. Donc je suis en terminale, mes dossiers sont pris et donc t'as les portes ouvertes des écoles pour aller visiter. Et je me rappelle toujours, une porte ouverte de l'ECAM, c'est un samedi, on se rend sur le campus et là j'ai une révélation. Je vois 5 mecs qui ont des chemises rouges avec leur nom écrit dans le dos, le nom de l'école, debout sur des tables et qui expliquent un peu la vie de l'école. Et c'est le BDE, en fait. Je découvre le bureau des élèves et j'ai un flash, j'ai un coup de foudre et je me dis, je veux être ça. Et je ne dis pas à mon père, bien sûr. Je dis, ouais, dans les CAM, ça a l'air super bien. Mais c'est clair qu'en fait, de toutes les écoles que j'ai vues, j'ai dit, en fait, je veux être ça, moi. Je veux rentrer. Ouais, je vais faire maths sup, mais je veux être ça. Et d'ailleurs, tu en deviens le président du BDE. Et l'année d'après, je rentre à l'ECAM. Et Rémi, le trésorier. Exactement. Et donc, bon, tu vois l'anecdote. Donc je rentre à l'ECAM en sup, je fais mon année scolaire dès que la campagne des BDE est lancée, je me mets dedans. Alors j'ai la chance d'avoir accès à ma sono, que j'ai l'habitude. J'ai la chance d'avoir déjà fait 1 an à Lyon en tant que pseudo-étudiant. Est-ce qu'il y avait un aumônier aussi qui vous surveillait? Non, plus là. Il y avait plus d'aumônier là, pour vous surveiller. Non, les CAM, il y a plus de père à cette époque quand même. Et on fait une campagne qui cartonne. Je crois que je suis élu avec 75% des voix. Et puis on était une liste de 7 personnes, il y en a 5 qui sont élus. Et dans la liste, il y a Rémi. Et donc Rémi, comment on se rend compte, comme tu l'as très bien décrit, les TP de productique sont faits par ordre alphabétique. Et on se retrouve en binôme sur de l'automatique et en productique à 3 d'ailleurs, avec une 3e personne qui est Alice Vimal, qui est devenue sa femme. Donc t'imagines l'impact. Tu te rends compte de quoi tient la vie de l'alphabet, ouais. Tu te retrouves en fait en septembre à la rentrée en face d'une machine de tournage et de fraisage à devoir commencer à usiner des pièces. T'es 3, tu te connais pas et en gros tu te aperçois qu'en fait ce binôme-là, enfin ce trinôme-là est devenu d'un côté mari et femme avec 2 enfants et de l'autre côté 2 des 3 associés d'Inemotion. Alors ça, il y a un petit souci au départ, hein, côté trésorerie et gestion du budget, parce que sur cette année-là, il y a un petit problème. C'est pas très grave, mais visiblement vous consommez un peu trop ou il y a un malentendu. Enfin, j'ai pas réussi à savoir le vrai du faux, mais il se passe quelque chose, c'est que finalement à un moment, vous arrivez en fin de saison, il y a un trou dans la caisse, pas rien d'ailleurs, puisqu'on parle de 50% du budget. Et là, du coup, vous réagissez, je trouve ça avec panache. C'est que d'abord vous multipliez les soirées pour récupérer de l'argent. Cet argent, vous allez le récupérer, vous allez renflouer la caisse, et je pense que c'était en plus, c'est important, c'était pour acheter des livres d'anglais, je crois. C'est ça l'histoire? Exactement. En plus, quand tu sais ce que sont devenus ceux qui ont fait ces erreurs-là, c'est Rémi et moi, c'est pas mal. On passe une année, donc on devient président, je suis un président du BDE, Rémi était en trésorier, et puis on a quelques potes, Émile, Alice, Camille, qui sont dans l'équipe, et à l'époque, ce qu'on vit en tant que membre du bureau des élèves, c'est une forme d'entrepreneuriat où ton but, là aussi, je reviens à cette notion de soirée, c'est que les gens passent un super moment. Tes clients, c'est tes potes. Personne n'attend que ça se fasse, en fait. Donc, tu peux faire que du bonus. Si une soirée se passe pas très bien, c'est pas dramatique. Et par contre, on a une liberté totale. Alors, l'école nous cadre, nous donne un certain cadre, mais en fait, ils savent, les directeurs de l'école à l'époque savent quand même l'importance que ça a en termes de ciment pour les promos, pour l'état d'esprit de l'école, et je trouve une des super belles valeurs de l'ECAM. Oui, cet état d'esprit qui est en toile de fond, et ils savent l'importance que ça a au début. Donc c'est quand même un rôle assez important. On organise pas mal d'événements, des week-ends de ski, et à l'époque avec Rémi, on commence à avoir un niveau de connaissances mutuelles, on passe énormément de temps ensemble, où en gros on fait beaucoup de choses tous les deux, et quand on a des bonnes idées, on y va. Donc on se dit tiens, on fait le week-end de ski, on va emmener 200 personnes au ski, tiens, si on leur mettait tous le même bonnet, bon, on fait des bonnets, tiens, si on fait une course de ski, bon, on fait une course de ski, et on consomme un peu le budget. Rémi est trésorier, moi je lui fais une totale confiance. Après il a fait 7 ans de banque d'affaires, donc comme quoi c'était formateur.
Il va falloir qu'on invite Rémi, je crois. Il y a aussi des dossiers, visiblement. Et en fait, ce qui s'était passé, c'est que la prof d'anglais à l'époque, pour des raisons de gestion, nous faisait acheter les livres d'anglais avec des chèques à titre unique. Et elle nous disait, je vous laisse une petite marge pour le VDE, mais vous vous débrouillez à gérer tous les chèques des 110 élèves et vous m'en donnez qu'un seul. Et en gros, ce chèque de qu'un seul, on lui donne, et en fait, il est débité 6 mois plus tard, et on l'a complètement zappé. Et quand il est débité, on se dit, waouh, nous, on pensait qu'on était bien, et en fait, on n'est pas du tout bien. Et c'est là où, effectivement, on multiplie les soirées. À l'époque, on organisait des soirées dans les plus grandes boîtes lyonnaises, c'est en gros, je me rappelle, il fallait qu'on soit rentable à 300 personnes. Et on organisait des soirées à 600-700, donc on commence avec Rémi à être super apprécié par tous les propriétaires de boîtes de nuit de Lyon. On est invité toutes les semaines. Super quand t'es en maths spé, tu vois, ça aura une petite conséquence. C'est compatible. Mais c'est génial parce qu'à 19 ans, on arrive à brasser une certaine somme d'argent. Et puis, à l'époque, là où tu te marres aussi, je me rappelle une soirée où on se dit, bon, il faut qu'on fasse rentrer des gens. C'était la soirée juste avant les vacances. On savait que ça marchait bien, donc on pré-réserve une des grosses boîtes lyonnaises. Et on se dit, on va faire une soirée printemps. Qu'est-ce qui se passe au printemps? Tout le monde est un peu... l'été arrive, on fait la soirée Aphrodite Night. Et à l'époque, en école d'ingé, taux de filles de 10-15%, on avait plein de fonds d'écran avec des filles plutôt mignonnes. Et je prends une belle photo de Carmen Electra, qui est Playmate, et que je mets sur l'affiche. Et on met Carmen Electra, déesse de l'amour, descendra au temple. Le boîte s'appelait le Fridge pour déceler les coups de foudre et les passions. Tu vois, la grosse tagline, tu vois. Et je me rappelle, parce que l'affiche, elle traînait dans ma chambre pendant des années, parce que c'est un nouveau souvenir. Excellent. Et on avait pompé une idée qui était que les gens, quand ils rentraient, mettaient un autocollant vert, orange ou rouge en fonction de leur statut. Célibataire, vert. Orange, j'adore, que je suis en couple, mais je suis pas fermé. Et rouge, je viens juste là pour m'amuser. D'accord. Et on fait 800 entrées, alors que les cams, c'était 200 personnes. Et en plus, là-dessus, il y a deux choses qui sont drôles. La première, c'est que pour être sûr qu'on fait venir des gens, on met des noms d'écoles où il y a beaucoup de filles. Donc on met pharma, et on ne demande pas, en fait, à ces écoles-là. Et on se pointe à une réunion de l'association des élèves étudiants lyonnais. Et je me fais choper par le président Pharma qui me dit comment ça, t'as mis le nom sur la fiche, tu m'as pas demandé, on a une autre soirée en même temps, vous êtes en train de nous vider de tous nos élèves pour votre soirée. Et moi je me démonte pas, comme j'ai un pote en médecine, je lui dis ouais mais c'est l'autre fac de Lyon, parce que je savais qu'à Lyon il y a 3 facs de médecine, puis non, mais Pharma il y en a qu'une à Lyon. Ouais. Donc bon là j'ai perdu mon argumentaire. Et le deuxième truc marrant, c'est qu'on s'est pointé à la boîte avec l'affiche, et le boss de la boîte me dit mais vous avez mis Carmen Electra, vous avez pas les droits les mecs. En lisant, dit bon moi vous me faites signer un papier comme quoi si jamais il y a son agent qui vous attaque pour l'utilisation de son image, et on a signé, bien sûr Carmen Electra nous a pas attaqué. Ouais. Moi je l'avais dit en rigolant qu'au pire c'est nous attaque, ce sera l'occasion de la rencontrer, ce serait juste génial. Elle sera là du coup. Et donc en faisant ces soirées, on a réussi à renflouer, même à remettre un peu plus d'argent dans les caisses, tout en s'amusant, et c'était une bonne leçon, même si ça a été quelques moments où on a transpiré un peu. Alors, je vais me permettre d'en rajouter une couche, c'est que non seulement ces époques-là, et c'est important, et puis il y a Rémi, quoi, il y a cette rencontre, mais pas que. Il y a une autre personne que tu vas rencontrer pendant cette époque-là qui va compter beaucoup. Je crois qu'on est en gala de fin d'année, mais je vais être très franc avec toi, je ne sais pas de quelle fin d'année on parle, puisque tu y as passé 6 ans dans une gratuite, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Ouais. Mais il y a un gala de fin d'année, et finalement, je crois comprendre, vous faites une pré-soirée, c'est ça, dans un appart, et toi, t'es déjà dans cet appart, et puis il y a quelqu'un qui toque à la porte, et je sais pas pourquoi, ah oui, t'es en colocation, je crois. Ouais, c'est ça. Et en fait, tu vas ouvrir. Et qui c'est qu'il y a de l'autre côté de la porte? Ma future épouse. Qui s'appelle? Catherine. Et là, tu vois Catherine. Et là, il y a un truc. Ouais, c'est le destin, c'est assez fou. J'avais toujours dit aux potes, non, c'est impossible de rencontrer une fille avec qui tu sors. À l'époque, tu sors avec quelqu'un plus de 3 mois si tu la connais pas avant. En fait, j'étais persuadé que c'était des relations qui se créaient comme ça. Et en gros, on fait une pré-soirée. Dernière année d'école d'ingé, je suis en coloc avec un pote. Comme tu peux l'imaginer, on a transformé notre salon en salle. Donc on a une boule à facettes, il y a 4 haut-parleurs dans le truc. En 6 mois, on prend 2 fois la police parce qu'on fait trop de bruit. C'est la dernière année d'école, c'est la dernière, après il faut bosser, donc on en profite. Et donc on invite une bonne partie des potes en pré-soirée chez nous avant d'aller au gala de l'école. Et en gros, un pote de mon coloc dit attends, je vais faire venir ma copine avec ses copines à elle, parce que c'était une école d'enseignantes. Et oui. Future maîtresse. On se dit, ça, c'est future bon, maîtresse, c'est pas mal. Et donc, en gros, donc cette fille vient, la copine de notre pote vient avec 4 filles, dont, en gros, le but, il y en avait une, apparemment, qui était plutôt destinée à mon coloc. Et en gros, quand ça sonne, j'ouvre, je crois que je dois être en caleçon en train de me préparer, et je vois Catherine, et en gros, je vais prendre la douche et je redis à mon coloc, je dis bon, c'était elle qui était un peu à la base destinée pour toi. Je dis franchement, ce soir, il n'y a pas de quartier, quoi. Et en fait, bon, l'anecdote, c'est que lui, il était sur quelqu'un d'autre et que on s'est rencontrés sur cette soirée et on s'est pas quittés et on a fêté il y a 2 jours nos 14 ans. C'est bon, ça, hein?
Ouais, et Alors, c'est fou. Tu veux bien nous expliquer, parce que de ce moment-là précisément, il y a quelque chose que tu vas garder, qui est que tu rappelles assez souvent. Je voudrais que tu nous rappelles, parce que c'est énorme, la méthode Jean-Claude Duss. Tu nous rappelles cette phrase mythique? Ouais, c'est quand il dit à Gérard Jugnot, bon écoute, toi comme moi on peut pas tout miser sur notre physique, enfin surtout toi. Donc si j'ai un conseil à te donner, c'est vas-y fonce, oublie t'as aucune chance et sur un malentendu ça peut passer. Et ça, je crois savoir que ça reste encore, parce qu'il paraît que assez régulièrement, tu le ressors quand vous êtes devant des roadblocks ou des moments difficiles. C'est ça, il paraît que on me dit, et d'ailleurs c'est Catherine qui me le dit, Gérald, il le ressort encore, et à chaque fois on est pété derrière parce que la référence, elle est énorme, quoi. Ouais, en plus, c'est un podcast, donc ceux qui pourront voir mes photos sur Internet voient que j'ai adopté la même style capillaire que ce Serge Jean-Claude en plus. Mais oui, c'est en y réfléchissant, c'est une manière de se sortir de situations compliquées. Et puis Jean-Claude Duss, c'est un peu le loser de la bande, mais il est sympathique. D'ailleurs, en fait, c'est un peu le seul nom de personnage du film des Bronzés dont on se rappelle. Exact, tout à fait. Les autres, en fait, on a du mal à s'en rappeler. C'est vrai. Dans le troisième épisode, le troisième volet, c'est celui qui s'en sort bien, en fait, mine de rien, parce qu'il a rien lâché. Et puis c'est quelqu'un qui a l'affût d'opportunités, et puis qui en fait, il se dit, il pousse ses chances en fait. Il pousse ses chances, plus ou moins maladroitement. C'est jamais trop méchant, et je trouve ça à la fois tendrissant et en même temps, je trouve ça motivant. Donc ouais, la méthode Jean-Claude Duss, je crois que c'est une de mes signatures de hashtag de Twitter, la JC Duss méthode. Ça caractérise un peu l'approche, quoi. Alors, Pef, 2007 à 2009, est-ce que tu peux nous parler de l'école de management de Lyon? Ouais, je suis diplômé de l'ECAM et je m'aperçois à travers les différents stages que j'ai qu'une partie de l'équation quand je suis en entreprise, et mon envie, c'est d'essayer de la comprendre dans son intégralité. Et je me dis, je vais aller faire une année en master spécialisé à l'EM Lyon. En plus, ils ont une formule d'entrepreneuriat. À la base, c'est pas forcément pour créer une boîte, c'est plus je me dis, l'entrepreneuriat, ça va être le truc le plus large. Et donc, je passe un an, une petite année à l'EM Lyon pour découvrir tous les autres rouages, je dirais, du monde de l'entreprise. Pendant cette période, on va voyager un peu, tiens, tu veux bien? Allez. Allez, on y va. Premier voyage, t'aimes bien le camping-car, et à un moment, tu fais un road trip, vous partez à plusieurs, et vous allez en Croatie. Alors, Pef, je pense qu'à l'époque, la Croatie, ça reste encore un petit peu en début de découverte. Sauvage, tu veux dire. Oui, et puis pas très. Rappelez-vous, c'était pas une destination, c'est devenu. Et là, il se passe quelque chose. Bien évidemment, il y a Catherine. D'ailleurs, je pense que c'est la seule fille du voyage. Et puis ça se passe pas mal. Il y a quelques anecdotes. C'est des bons souvenirs cette période-là de Croatie. Ouais, c'est au genre de road trip qu'on planifie. Je crois que c'était l'année du diplôme. En gros, on voulait partir en van. Hertz avait surstocké des camping-cars. En fait, pour pas grand-chose, on se retrouve avec un énorme camping-car. On part à 6 dedans. Il y a les potes et effectivement Catherine est du voyage. Je sais pas, je me doute d'où tu veux m'emmener, mais c'est que on se retrouve sur une île où en fait on n'a plus d'eau dans le camping-car. Et en gros, on s'arrête. On voit une caserne de pompiers et on s'arrête pour leur demander si on peut recharger l'eau en fait pour les douches et pour la bouffe, quoi. Et ils tiquent un peu, et en gros j'avais embarqué de la gnôle du grand-père dans le camping-car, et on leur troque en fait 2 bouteilles de gnôle contre de l'eau. Et en fait, pendant 2 jours, on a un petit sentiment de culpabilité en se disant, s'il y a un incendie qui se déclenche et qu'en fait les mecs ont attaqué les gnôles et qu'ils sont pas en mesure de l'éteindre, on sera un peu mal à l'aise. Heureusement, ça s'est pas passé. Mais ouais, ça fait partie c'est des bons trucs. Et alors moi, j'ai appris un truc, c'est qu'en Croatie, on parle français. En tout cas, il y a une personne qui a parlé français. Les gens qui font du camping-car savent que tous les soirs, le plus important, c'est de se stationner. Et là, vous trouvez un endroit sympa. Enfin, en tout cas, apparemment sympa et calme. Et qu'est-ce qui se passe le matin? En fait, on se réveille au milieu d'un marché, parce que comme on n'est pas du tout des produits camping-car, on se gare surtout pas du tout aux bons endroits, et donc on s'endort peinard, puis en général un peu tard et de manière guillerette, et on se réveille effectivement à la porte avec en gros je sais plus quel service, et il y a tout un marché autour de nous. Et on essaie d'argumenter en anglais, je me retourne, je dis au mec, au saut du lit, qui toquait la porte, non, mais en fait, d'accord, on n'avait pas vu, et je me retourne et je dis au pote, non, mais on a qu'à lui dire qu'on est arrivé ce matin, quoi. Et le mec me dit, comment ça ce matin? Il parlait parfaitement français. Donc, le seul vigile Et en même temps, c'est génial pour faire un brunch, en fait. T'es prêt? On est ressorti, on sait qu'on était là, mais et le mec, il a pris franchement de manière très cool, mais il a bien joué sur le fait que c'était improbable effectivement qu'un vigile de parking au milieu d'un marché en Croatie il nous sorte un français, mais parfait. Mais comment ça ce matin? Et on s'est marré, ça a bien très fini. Cool, quoi. Ouais. On continue à voyager. On va à Helsinki, il se passe un truc incroyable. Alors là, du coup, c'est 2 semaines. Vous vous retrouvez avec Loïc et Nicolas. Ouais. Et pareil, un moment magique.
Encore une fois, hein, pour toi, c'est important ce côté tribu, partage, le plaisir d'être ensemble. Toujours, tu vois que c'est la toile de fond, hein. Sur le BDE, sur la Sono, sur ce moment. En fait, j'ai un de mes potes, Loïc, qui fait une année d'Erasmus à Helsinki. Je trouve qu'en fait, j'ai toujours apprécié de voyager en connaissant des gens dans le pays. Je trouve que c'est beaucoup plus fort, en fait, de connaître des gens parce on ne visite pas le pays, on le vit. Et moi, je préfère, quand je voyage, passer 2 semaines dans le quotidien de ce que vivent les gens, même si c'est peut-être pas du tout exceptionnel, mais je vois comment ils vivent, ce qu'ils font, leurs habitudes, leurs loisirs, leurs plats, que de me précipiter pour les plus gros monuments. Et donc, à chaque fois, en fait, que je connais quelqu'un qui vit dans un pays, j'essaie d'aller le voir parce que je trouve que c'est le meilleur moyen de découvrir le pays. Et c'est ce qui se passe avec Loïc, qui était en Erasmus là-bas, et découvert de ce pays. Et on tombe, en fait, au moment où c'est la fête du printemps. À Helsinki, et donc un pays super organisé, des gens qui sont globalement bien propres sur eux, je dirais bien rangés, c'est un peu moins latin que la France, et par contre le jour de la fête du printemps c'est un espèce d'énorme 14 juillet ultra synchronisé, donc c'est ça qui est assez marrant j'ai trouvé dans ce pays-là. Alors j'ai vécu 2 semaines, donc je vais pas tirer de conclusions trop hâtives, mais le sentiment qu'en gros nous on a une côté un peu latin à vivre, à faire la fête un peu tout le temps. Le 14 juillet en France, il se passe quelques balles, mais c'est une journée comme les autres. Bien sûr. Là, il y a un côté, il y a une journée où tout le monde vide la soupape, mais à tel point que ça nous avait mis, on se sentait presque pas assez bon dans la capacité à aller loin dans le n'importe quoi. Et ça reste des moments assez forts de vie avec les potes. On avait fait les pays baltiques avec un sac à dos sur le dos et quelques anecdotes aussi assez. Alors moi assez j'en ai une. intéressantes, ouais. Merci pour la transition. Donc, en fait, tu vas visiter les pays baltes. Hein. On parle de la Lettonie, la Lituanie et l'Estonie, essentiellement. Ouais. Et finalement, ça se résume malheureusement, à beaucoup de bus, hein, des longs trips, ouais. Du coup. Et alors, moi, j'aimerais bien comprendre, c'est quoi le jeu du Trou-Duc ? Tu veux bien nous expliquer ? Parce que visiblement, c'était, pour tuer le temps, vous jouiez au Trou-Duc. C'est quoi le Trou-Duc ? C'est un jeu de cartes, c'est quelques temps que j'ai pas joué, mais on est arrivé à un niveau où effectivement, quand tu t'as les routes entre la Lettonie et la Lituanie, l'Estonie et la Lettonie. T'as une route qui a été d'ailleurs faite par je sais plus quel gouvernement, qui traverse une forêt, donc c'est très monotone pendant 5 heures, et on faisait une espèce de partie avec les 3 potes, complètement endiablés de Trou-Duc. On inventait des règles et en fait les gens dans le bus se marraient de nous voir en fait avec des espèces de trucs qui devenaient de plus en plus improbables autour d'un jeu de cartes, à tel point qu'ils nous demandaient mais c'est quoi votre jeu, c'est quoi les règles. Et on dit en fait on les invente au fur et à mesure parce qu'on s'embête. Donc pour ton information, mes consultants à moi, mes complices n'ont pas été capables de se rappeler. Gérald, je me rappelle pas des règles, mais on peut les réinventer s'il faut. Donc j'ai compris que c'était assez fluctuant comme tout à fait. Règle. L'important, c'était que le temps passe, et de ce point de vue-là, ça marchait bien. Si tu veux bien, on va revenir un petit peu. Hein, on a fait un petit peu le tour, on revient. Il y a toute une partie stage qui va être importante pour toi. Je fais allusion, on en a parlé, HP, où grâce à tes relations, tu vas aller un petit peu traîner tes guêtres à Shanghai et aller voir un petit peu les cultures d'une grande boîte et d'une grande boîte sur un autre continent. Je sais qu'il y a aussi une partie que tu fais chez Renault. Alors, t'es passionné du produit et tu te retrouves chez Renault. Et tout ça, ça t'amène à un moment important. C'est le groupe Ruger. On est 2008, c'est ça, où là, il va se passer quelque chose. C'est que tu arrives à un moment assez particulier. C'est un grand moment de crise avec Lehman Brothers. Tu nous parles de ce moment. Je pense que ça a aussi marqué un petit peu. C'est un Jacadi pour toi, ça. Ouais, c'est sûr que ça a été formateur. Je fais tous mes stages dans des grands groupes. Cette image que je décrivais, mon père avait vécu une carrière géniale, donc pour moi c'était la panacée, quoi. J'ai me risque à l'automobile, et puis en fait en passant à l'UM Lyon, la pédagogie de l'UM Lyon était principalement liée sur l'entrepreneuriat, sur les témoignages d'entrepreneurs. Et en gros, je crois que tu vas faire 30 ou 40 témoignages d'entrepreneurs. À l'époque, il n'y avait pas les podcasts comme vous faites, donc c'était l'occasion de rencontrer des gens. Et je me dis, j'ai quand même envie de tester quelque chose de plus proche de la PME. Et dans la promo, il y a Émeric, dont le père est un ECAM, et qui a ce groupe Ruget, qui faisait à l'époque 130 ou 160 millions d'euros de chiffre d'affaires, et qui voulait se développer à l'international, notamment en Chine. Et moi, j'avais adoré mon expérience en Chine, et donc je rentre dans cette boîte, et on développe tout un projet, en fait, avec la direction générale pour livrer des services à des grands groupes qui étaient clients de la PME en Europe, en Asie. Et donc 6 mois de travail sur le sujet, je me prends de passion pour le projet. En discutant avec la direction générale, il y a une opportunité en fait d'aller là-bas et de le constituer en fait en binôme avec un responsable technique. Je me dis bon, c'est génial, banco. En fait, donc je travaille sur le projet pour choisir mon appart en Chine et développer la boîte là-bas.
Et à l'époque, c'était donc 2017, il y a la crise des subprimes qui au départ est financière. Et je me rappelais tout le temps à l'époque sur BFM, on regardait tous les jours en mars 2018, non, tout va bien. Septembre 2017, donc le subprime arrive. 2007, pardon. Et pendant un an, tout va bien. Et on entend partout que l'économie traditionnelle, tout va bien, les commandes sont là. Donc il y a un côté, on a sauté de l'avion sans parachute, mais jusqu'ici tout va bien. Et alors, la date exacte, est-ce que c'est le 17 septembre, 15 septembre, je sais plus exactement, mais l'annonce de la chute des Lehman Brothers change complètement le paradigme. À partir de ce moment-là, la crise devient réelle, elle est plus financière, elle est plus virtuelle. Et là, je me rappelle faire des points avec la direction toutes les semaines, où on perd toutes les semaines un client. On avait 4 clients qui emmenaient le projet en Asie, et c'est des groupes qui étaient, c'est des groupes qui sont des groupes du CAC 40, français ou internationaux, je ne peux pas les citer, mais et qui en fait disent, non, nous on débranche, nous on a plus besoin en Chine, et puis un deuxième. Et en fait, en espace de 4 semaines, durant le mois de septembre, le projet passe du stade, et moi je suis porteur de ce projet-là, donc je rencontre la direction générale, je dis, moi on va enlever, et je déshabille petit à petit le BP, j'enlève les gens, je réduis en fait la surface des bâtiments, je rappelle nos homologues en Chine pour changer de bâtiment, jusqu'au moment où en fait, la dernière annonce, je leur dis, je pense qu'il faut arrêter le projet. Il est vide. Donc moi-même en annonçant ça, j'annonce que je suis au chômage en fait. De moi-même, je m'annonce, le projet s'arrête, et de facto, j'ai rien à faire. En fait, je suis diplômé, j'ai fini mon stage, il devait s'enchaîner sur un CDI, et il y a rien. Mais tu rebondis. Oui. Parce que c'est un peu aussi ne rien lâcher, on l'a dit, c'est un fil rouge de ta vie, tu rebondis. Alors là, c'est intéressant parce que tu vas faire une expérience, et tu le disais, qui va te prouver, on va aller dans l'événementiel, mais là plutôt de gamme, organisationnel du gros événement, et ça va te prouver un petit peu ce que tu aimes ou ce que tu n'aimes pas. C'est ça ? Exactement. Alors, donc je me retrouve le 10 octobre 2008 à chercher un job. L'anecdote quand même pour situer le contexte, c'est que la crise ayant énormément impacté toutes les boîtes, tout le monde est en mode survie. Bien sûr. Tout se coupe. Donc je envoie des CV, je suis près des entretiens. La semaine d'après, la personne me rappelle, en fait non, le budget a été coupé. Je vais au Double Mix qui est à la Doua à Lyon, qui est une énorme salle de spectacle dans lequel il y avait un des plus gros forums de l'emploi en Rhône-Alpes. Toutes les entreprises sont là, parce qu'elles ont payé leur stand, elles ont aucun job à proposer. Incroyable. Donc c'est assez violent. Donc les mecs sont là, ils disent ouais, on est là, mais bon, on a payé notre stand il y a 2 mois, donc on est venu, mais on n'a rien. Donc je lui laisse des piles de CV, il se passe rien. Et donc en fait, je suis recontacté par un prof de l'UM Lyon qui bosse sur un projet de forum, une sorte de Davos de l'entrepreneuriat, sur lequel en tant qu'étudiant du master entreprendre, on avait travaillé. Il avait apprécié ma contribution. Il me dit le forum est dans 3 mois, on est complètement à la rue en termes d'orga, tu peux venir nous aider. Je dis j'ai pas de boulot. Il me dit je vais te proposer mieux, je t'embauche. Donc je suis allé bosser 3 mois pour l'UM Lyon. Et j'ai pris du plaisir, mais j'ai découvert que l'événementiel que moi j'adorais pour la partie soirée, faire en sorte que les gens aient du plaisir dans un moment donné, c'était un vrai métier, surtout quand ça devenait très corporate, très officiel. Et je me rendais compte pour la première fois aussi de choses dans lesquelles j'étais pas forcément très bon. Donc j'ai donné le meilleur que j'ai pu. Le forum s'est organisé. Il y avait des gens comme Franck Ribou, et ça s'est fait à Évian. C'était un bel événement. Mais je me suis dit tiens, là en fait j'ai pas forcément ni les compétences ni les appétences pour ce job. Et encore une fois, ça fait partie de ton Jacadi, c'est ce qu'on disait, tu vas engranger ces expériences, mais très rapidement tu vas aussi rebondir. Là on est en janvier 2009, et en fait tu vas aller là dans un milieu, c'est le milieu de la fibre de verre et du béton, et là c'est une expérience, j'aimerais bien que tu m'en parles, on est chez Owens Corning, c'est ça ? Tout à fait. Un groupe américain qui fait 6 milliards de dollars de chiffre d'affaires, qui est dans le Fortune 500, qui vient de racheter en fait son plus gros concurrent français. Et donc j'arrive en fait juste après la fusion, et c'est un pote de l'ECAM qui me met sur le job. Et je parle pas espagnol à l'époque, et le deal en fait que je passe avec le mec qui me recrute, c'est je lui dis je parle pas la langue, mais si vous m'envoyez dans le pays, donnez-moi 2 mois et je tente quoi. Et c'est ce qui s'est passé. Donc c'est du Jacadi. C'est du Jean-Claude Duss. Du Jacadi. C'est un peu ça, ouais. Je suis parti dans le pays. Pour vous situer le contexte, pour ceux qui s'en rappellent un peu, l'Espagne est très très durement touchée par la crise, puisqu'en fait l'Espagne vit beaucoup de la construction et du tourisme. Pour donner un chiffre, je trouvais qui était marquant, c'est qu'en 2007, en Espagne, s'est écoulé plus de béton qu'en France, en Italie, en Allemagne réunis. Et 2009, donc quand je démarre mon boulot, c'est la catastrophe, la Bérésina, les camions de béton en fait sont revendus en France, et moi je vis mes premiers mois de boulot, je vois des gens, j'ai un suicide, j'ai une crise cardiaque dans les clients en fait, les clients avec qui je bosse, et pour essayer de reprendre le marché en fait, je suis censé être en transition avec quelqu'un qui va prendre sa retraite.
Et quand le rachat se fait par les Américains, ils aiment pas trop la méthode de l'Espagnol, qui est un mec qui était haut en couleur, assez Espagnol, quoi. À qui une fois je me rappelle, je lui dis j'aimerais bien aller voir un match du Real, c'est quoi c'est quand est-ce qu'il y a un bon match? Il me dit c'est samedi. Je lui dis mais pourquoi? Il me dit tous les matchs du Real sont des grands matchs. C'était vrai. Un puriste, génial. Vrai. Et donc en gros quand il a compris qu'il y avait des nouvelles règles avec les Américains, il est arrivé, il a posé son BlackBerry, à l'époque c'était les téléphones à la mode, son BlackBerry, son PC, il a dit en fait moi j'arrête. Son badge. Voilà, c'est ça. Donc en gros je devais avoir 6 mois de transition, j'ai eu 2 semaines. Et mes premiers rendez-vous clients, en fait, j'ai pris une preuve d'espagnol, j'ai appris que le langage du béton. Donc, je savais pas commander à manger en espagnol. Tout le vocabulaire dire bonjour, professionnel. Mais par contre, je savais dire hormigón, fibra de vidrio et tout ça. Et d'ailleurs, ce premier client qui m'a reçu, ça a été mythique. Je prends un rendez-vous parce que je parlais vraiment très très mal espagnol. Et depuis, on a gardé des liens. C'est vrai. Ouais. Et ce qui a été formateur, c'est premièrement boîte américaine qui laisse une vraie autonomie. Et ça, j'ai adoré. C'est des boîtes qui, en gros, définissent une façon de conduire des affaires, dans lequel ça c'est les règles dans lesquelles il faut agir. Ensuite il y a des objectifs et des ressources, et après t'es libre. C'est souvent le cas dans les boîtes américaines. J'ai trouvé ça super, j'ai adoré le fait qu'on te dise t'es intrapreneur. Et moi en plus j'arrivais sur une petite business unit de cette boîte où quand je suis arrivé ils étaient 5-6 et en gros les Américains avaient dit bon on a racheté le package, le core business de la boîte on le sait, c'était le composite classique, c'est là où bossait mon pote. Et il y a ce truc là de fibre dans le béton, en gros on lui donne 3 ans pour se développer, sinon on vendra quoi, parce que c'était pas dans le core business. Donc il y avait ce côté un peu de challenge que j'ai trouvé top. Et l'autonomie, très, très bien. Business très compliqué et concurrentiel. Résultat, la plupart des managers de cette boîte étaient des gens vraiment de talent. Et c'est ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, c'est des business qu'on connaît pas du tout, qui sont très peu publics. Exactement. Mais quand il y a une vraie tension concurrentielle, pour que ces boîtes-là, elles soient rentables, il faut avoir une excellence dans tous les services de la boîte, qui sont vraiment intéressants, qui sont vraiment formateurs, en fait. Et j'ai presque envie de dire, c'est plus facile en fait d'être un bon manager chez Google qu'aujourd'hui chez Renault. Quelqu'un qui a d'excellents résultats aujourd'hui dans un marché qui est tendu, dans une boîte qui a pas les meilleurs produits, il est aussi, je dirais, tout à fait intéressant. Et ce qui m'a plu en fait dans cette expérience, c'est que il a fallu comprendre en fait les besoins du marché. On avait la puissance d'un grand groupe en termes de R&D, mine de rien. Donc le côté intrapreneur, c'est quand même ça, c'est que je suis rattaché à un grand groupe, donc j'ai une carte de visite, donc on est quand même un peu coûté, donc il y a toute une structure autour de RH, de consultants, d'assistants qui aident. Mais par contre, les clients ne nous attendaient pas du tout. Et donc, il a fallu, à ce côté pied dans la porte, à rentrer chez les grands cimentiers, parce que, alors qu'Owens Corning, dans son domaine, est très, très connu, dans ce domaine-là, il n'était pas du tout connu. Et donc, il a fallu... C'est ce que tu as fait. Voilà. Mais il y avait cette logique de R&D, d'innovation, avec de la méfiance, en fait, du marché sur le produit pour te dire, en fait... Ou de la non-utilisation, carrément, ils ne s'en servaient pas. Le but de cette technologie, c'était de supprimer les treillis d'acier, ces espèces de barres en acier qu'on met dans les sols en béton, avec de la fibre. Donc, c'est quand même assez révolutionnaire. Et sur un marché très conservateur. Je me suis entendu par un paquet de mecs de maçons qui m'ont dit mais j'ai toujours fait comme ça marche. Et on dit non mais tu peux enlever ça quoi. On va le remplacer, on va le mettre dans le béton. Avec une compréhension de la chaîne de valeur où il fallait parler à l'architecte qui concevait le bâtiment pour lui dire comment le faire, puis ensuite au fabricant de béton qu'il fallait lui mettre la fibre dans sa recette, et puis au maçon. Ce qu'on avait pris à l'époque, ça s'appelait le DUP, le décideur utilisateur payeur. En fait, il fallait convaincre les trois sur différents degrés pour que ça fonctionne. Et on s'est aperçu aussi que notre produit avait ses limites. Et on a pu refaire pas mal de développement R&D pour enfin sortir un produit qui est basé sur les savoir-faire de l'entreprise, mais qui n'avait rien à voir. Il a fallu s'impliquer dans les comités normatifs pour le faire homologuer. Et c'est plein en fait d'enseignements que j'ai vachement pu réutiliser a posteriori chez Inemotion, parce que pas attendu, parce que s'appuyer sur une compréhension du marché pour ensuite nourrir les équipes R&D pour développer un produit qui corresponde aux features, ce qui était attendu, et ensuite comprendre l'ensemble de la chaîne de valeur pour s'intégrer correctement. Et en fait, on vendait, oui, des sacs de fibres de verre, mais ce qu'on vendait aux maçons, c'était un gain de temps, par exemple. Ce qu'on vendait à l'architecte, c'était un bâtiment plus léger. Sur le stade de Lyon, il y a un stade de Lyon qui est fait comme ça, qui est complètement conçu en béton. Alors, il était fait après, mais moi, nous, celui qu'on avait fait, c'était le stade de la Coupe du Monde d'Afrique du Sud, qui était fait en fibre de verre comme ça. Il y a beaucoup de bâtiments au Moyen-Orient qui sont faits comme ça, avec ce qu'on appelle c'est les bétons de performance. C'est beaucoup plus léger, ouais. Et ça permet de faire des formes, uniques. Et ce qui est marrant, c'est que le béton, vu de l'extérieur, peut paraître un métier un peu rébarbatif. Et en fait, j'ai connu des gens passionnés. Dans la région, on a Vicat, qui est un gros cimentier et bétonnier français, qui est basé à l'île Nabo et qui vient de Grenoble. Et les mecs de chez Vicat, ils disent qu'ils ont du béton qui leur coule dans les veines. Et ce qui est beau dans ce métier, c'est que c'est un métier qui est très concret et quand on construit un bâtiment, il reste.
Donc moi, d'avoir participé en une toute petite dose sur des chantiers comme des stades, ou aussi la Sagrada Familia à Barcelone, il y a des éléments qui sont tellement fins qui sont faits avec ces produits-là. Je trouvais que ça avait un côté passionnant, et cette passion, elle va se retrouver, elle est clé en fait dans le fait de se donner à 110% sur un projet ou sur un produit, quoi. Je sais que tu y passes beaucoup d'énergie, on le voit, et même quand t'en parles aujourd'hui, donc la radio le voit pas, mais tu parles avec les mains, ce qui est toujours un exemple important. Tu vas quand même prendre le temps de faire un break, et moi je voudrais revenir sur, tu te rappelles, on a voyagé tout à l'heure, on va repartir. J'aimerais bien que tu nous parles de New York, parce qu'il se passe un truc incroyable. On est en octobre 2012, tu vas à New York, et il se passe quelque chose à ce moment-là, on s'en rappelle, une tempête incroyable, un blackout incroyable. Je pense que tu prends le dernier avion, qui doit atterrir. Alors, c'est Newark ou c'était JFK, Newark. Ouais. Donc, tu es le dernier avion qui atterrit. Ouais. Je pense que tu prends le dernier taxi qui t'amène à Manhattan. Plus ou moins, ouais. C'est ça? Et c'est une vision apocalyptique, New York, à ce moment-là. En fait, l'été qui précède, c'était la Toussaint. On est en voyage de noces avec Catherine au Vietnam et au Cambodge. Et on apprend l'heureux événement qu'elle est enceinte, et on se dit, toujours dans cette optique d'aller voir des gens qui vivent à l'étranger parce que c'est l'occasion. Rémi, en fait, il bosse chez Lazare à New York. C'est Rémi qui bosse là-bas. Il faut en profiter, il faut aller le voir. Et comme Kat est enceinte, il faut le faire le plus tôt, quoi. Donc on prend Toussaint, on prend le vol pour la Toussaint, et effectivement, quand on décolle déjà de Genève, c'est limite. Il y a certains avions certaines compagnies qui veulent plus faire décoller vers les États-Unis. Et c'est Katrina de mémoire, je crois, l'ouragan. On atterrit, et les 3 premiers jours à New York sont apocalyptiques. On arrive à rejoindre Manhattan et l'appartement de Rémi et Alice. Et en fait, 6 heures plus tard, il y a plus d'électricité. L'eau qui coule du robinet, elle est marron foncé. Quand on sort dehors, on a 2 doigts de tomber. Donc on passe 2 jours dans un New York où toute la moitié de Manhattan est noire. On va à Wall Street 2 jours après, il y a rien, il y a des énormes compresseurs, enfin des énormes générateurs d'électricité, des groupes électrogènes sur des camions qui font tourner en fait les data centers, mais il y a rien. New York est vide, et en gros l'électricité elle s'arrête sur certaines rues, je sais plus laquelle exactement, mais dès qu'on remonte à la première rue, au premier Starbucks en fait, il y a de l'électricité, il y a des enchaînements de multiprises pour que les gens viennent en fait et se connectent avec leur smartphone. Ouais. Et on passe 2 jours, au début on trouve ça marrant parce que on a la bougie et que c'est drôle. Moi, j'ai une vision folle parce qu'on rentre du Vietnam où on a trouvé que c'était un pays qui finalement est en plein développement, et on se retrouve à New York à faire la queue et être rationné pour manger. Ça, c'est énorme, ça, non? Et c'est pour ça que je parlais de ce parallèle, c'est de se dire finalement tout peut changer, tout peut bousculer, quoi. Tout peut être challengé. Il y a quand même on passe devant un bâtiment qui s'est écroulé, hein. Il y a toute une façade qui est tombée. Et on avait prévu quand même d'aller passer quelques jours à Washington. Et à l'époque, grand groupe, j'avais réservé une voiture via Avis, et j'appelle Avis, je leur dis est-ce que la voiture est, je passe devant l'agence qui est sous l'eau en fait, sous 1 mètre d'eau. Et j'appelle Avis, et bien sûr tu tombes sur un call center qui te dit oui, yes sir, your car will be ready for tomorrow. Je dis no chance. Je dis moi je suis en face de l'agence, elle est sous l'eau depuis 1 mètre. Le parking était souterrain. Hein. Et en fait, tu vois là que le call center a pas l'info en fait. Et en gros, comme tout le monde loue des voitures pour fuir Manhattan qui a plus d'électricité, c'est un peu la course. On arrive à trouver une voiture, et en fait, quand tu sors, les premières stations essence, t'as des queues de 10 km de voitures et de gens avec des jerrycans d'essence pour aller faire le plein, quoi. Et par contre, on fait 200 km et à Washington, tout va bien. Donc c'est assez fou comme expérience de voir qu'une ville comme New York puisse vivre ça et se retrouver dans le noir. Et par contre, la force des Américains, toujours ce côté patriote, impliqué, comme on le voit dans le film Sully, là où ils font atterrir un avion dans la Hudson River. Et ben en fait, tout de suite se met en place une forme d'entraide. Les personnes âgées qui vivent à 50e étage d'un building qui n'ont pas d'ascenseur, les gens veulent leur apporter à manger. Comme je le disais, les Starbucks et autres mettent des multiprises partout. Et ils vivent bien, en fait. Il y a une entraide qui fait que ça se passe, et ça renforce, je pense, les New-Yorkais dans ce côté résistance à l'adversité avec tout ce qu'a traversé cette ville. Et c'est un souvenir assez unique qui se termine par l'élection d'Obama, en plus. Tout à fait, oui, exact, tout à fait. Parce que 2 semaines après, on est à Rockefeller Center et on vit ça de l'intérieur. C'est le 2e mandat d'Obama, t'as raison. C'est ça. Et c'est donc un voyage où, en termes de timing, c'était assez fou, et un voyage où je commence à parler, à discuter avec Rémi de ce projet d'airbag dans un ou 2 speakeasy qu'il connaissait bien, autour de, je pense, un rhum coca à l'époque. Et voilà, c'est là où les embryons d'Inemotion sont nés, quoi. Alors, c'est important, et je te remercie. Il faudra que je t'invite parce que tu es le champion du monde de la transition. Parce que là, on est parti à New York parce que tu as vécu quelque chose d'assez exceptionnel. Mais il faut rappeler qu'à ce moment-là, tu as une expérience professionnelle où tu le dis toi-même. D'abord, tu le dis, c'est le demi-saut vers l'entrepreneuriat, et on est déjà dans l'environnement de l'airbag. Tu nous parles de cette expérience chez Elite.
Bien sûr. À l'origine du projet Airbag, il y a Valentin, donc qui est Cam, qui est le troisième associé d'Enemotion, mais qui est vraiment, je dirais, le premier dans la genèse du projet. Et comme j'ai fait le M Lyon, il vient me voir de temps en temps, ça remonte à 2012, il me dit tiens, tu peux me donner des conseils ou qu'est-ce que t'en penses sur la partie business. Et lui, il a vraiment cette d'énormes compétences de vision, c'est quelqu'un de visionnaire, de projection de ce que peut faire la technologie. Et en gros, il demande de revenir sur l'aspect un peu pragmatique de comment on peut concrètement aller voir des clients, même s'il le fait. Et en fait, en discutant, je me rappellerai toujours, il me dit un mois avant de partir en voyage de noces, bon écoute, le projet, ça s'accélère un peu. Qu'est-ce que t'en penses? Je te dis juste qu'il y a peut-être de la place. Il me dit, je me rappelle sur le ton de l'humour, finalement, tous les conseils que tu me donnes, si t'y crois, viens les appliquer. C'est pas bête. Et il me dit ça, il me dit, écoute, bon, on est en juin, marie-toi, fais ton voyage de noces et tu m'en parles. Et en fait, j'ai pris la décision de quitter Owens Corning et de me lancer sur le projet pendant le voyage de noces. Et c'est qu'en fait, quand je vais rencontrer Rémi, c'est là où je lui dis, ouais, je vais quitter Owens Corning et je vais me lancer. C'est Valentin, donc le troisième de l'ECAM. Eux étaient d'une promo de décalage, je connaissais un petit peu, mais pas beaucoup. Et c'est là où j'en parle à Rémi, je dis, ouais, je vais me lancer. Et à l'époque, partir du grand groupe, pour moi qui n'a pas du tout une famille entrepreneur, c'est un peu un grand saut. Et le demi-saut vers l'entrepreneuriat, c'est de dire, on va peut-être racheter une boîte qui existe. Bien sûr. En fait, en regardant un petit peu, il existe une PME française qui s'appelle Elite, qui fait des systèmes airbag à câble depuis une dizaine d'années, et dont le fondateur est Gérard Thévenot, à l'époque doit avoir 62 ans. On est à Dijon, hein. Exactement. Ouais, c'est ça, c'est la région de Dijon. Et en fait, il a rencontré Valentin parce qu'ils ont une passion commune qui est le vol libre. Et puis, par diverses discussions, ils se retrouvent à travailler sur le sujet. Valentin a un peu sa cellule tout seul. Et moi, je dis à Valentin, écoute, plutôt que créer notre boîte, il y a ce truc-là qui existe. Et cette personne nous dit, ça fait 800 000 de chiffre d'affaires à l'époque. Il dit, moi, je suis là pour transmettre en fait mon truc. À l'époque, c'est fabrication dans un grenier, c'était très artisanal. Il fait quel type d'airbag? Automobile? Airbag pour les motards et pour les cavaliers. Un gilet qui se met avec un câble. C'est la première boîte qui fait ça en France. Il en vend quelques milliers par an. Ça reste encore très artisanal. À l'époque, je me rappelle, il y avait un seul email pour toute la boîte qui était en yahoo.com. Voilà. Donc en plus, tu te dis, waouh, il y a un potentiel de marché. Il y a quelque chose à faire, bien sûr. Avec la formation, plus l'expérience professionnelle, il y a de quoi apporter du plus. Et puis, je pense que c'est un côté de me dire, j'étais pas prêt à me dire, on crée de zéro, d'un coup, je débranche, il n'y a pas de salaire, il y a une petite qui est en cours de livraison et qui va naître. Donc, je me dis, en fait, on discute avec ce gars-là, et il nous dit, moi, je suis là pour transmettre, et le deal, c'est que je rentre chez lui en gros bras droit, et on a 2 ans pour lui racheter la boîte. Et au bout de quelques semaines, en fait, le fit et les valeurs vont pas le faire. En fait, je me rends compte que ça va être très compliqué parce qu'on est très différents. Et je me dis quand même, il s'agit pas de tout. Voilà, j'ai tout plaqué. Je bosse 5 jours sur 7 à Dijon. J'ai une petite qui va naître. En gros, je disais en rigolant, j'ai sauté dans l'entrepreneuriat jusqu'au genou. Ouais. Et donc je me dis il faut quand même l'eau est bien plus froide que je pensais. Ça se passe pas comme prévu, faut y aller. Et je me dis, je vais essayer de faire mes preuves par les actions plutôt que par ce que je vais dire à cette personne-là, parce que en gros, finalement, tout ce que j'essaie de mettre en œuvre a été plutôt contre. Donc je passe en gros 6 mois à essayer de mettre en œuvre des choses. On installe le site de production dans une vraie usine, on développe une vraie CRM de boîte, une stratégie de prix, une stratégie de lancement, des partenariats, on met un peu au propre pas mal de choses. Et donc la boîte se remet à décoller, il y a une vraie usine, un truc, et en fait je m'aperçois juste une question, là vous aviez abandonné l'idée de racheter en fait, c'était plus c'était encore en discussion. À 100%, moi je veux dire, j'ai divisé mon salaire par 2, j'ai qu'une optique, c'est de racheter cette boîte. C'était le projet en fait de transition vers le rachat. Exactement, l'idée c'est de racheter cette boîte qui nous sert de base et d'avoir Valentin qui est mon associé qui a toute la technologie, le jour où on rachète, qui vient plugger en fait pour accélérer en fait la boîte tout sous son savoir-faire. En gros, tu te dis je rachète une boîte dans l'automobile qui va pas très bien, je sais faire des voitures électriques et je vais utiliser cette base pour mettre de l'électrique dedans et me relancer. La stratégie elle est un peu ça l'idée. Et en fait, plus on développe la boîte, plus j'ai l'impression d'être là où il y a le mec qui a la carotte en dessus. Donc plus j'avance, plus le chiffre d'affaires se développe, plus la carotte du rachat s'éloigne. Aussi. Merde. Et donc en fait je me donne, au bout d'1 an je me dis ok ça va pas faire, je vais pas attendre une année de plus, et puis en plus les divergences de vision d'éthique étaient de plus en plus marquées, et donc je provoque et non sans mal une réunion avec le fondateur et le propriétaire. Je lui explique exactement le plan Enemotion en fait. Voilà notre stratégie, voilà comment on veut le faire avec Valentin. On y croit tellement qu'on est prêt à s'endetter pour acheter la société. Ça dure 3 heures et il finit par dire en fait j'y crois pas du tout. Je crois pas du tout à l'électronique, je crois pas du tout à votre stratégie, je crois pas du tout à tout ça. Bah oui. Et puis il m'a dit, toi en particulier, t'es pas prêt, t'auras jamais de part de cette boîte. Comme ça. Ouais. Bon. Donc, mais
normal quelque part. On a Ça, c'est tenté un une sacré Jacadi, ça, les gars. Hein. Très émotionnel. Ouais, comme c'est réaction. un bon Jacadi, ça, qui pique bien. Là. Ouais, mais au moins, il a le mérite d'être franc, et Bien ça, sûr. c'est bien. Il aurait, je pense, il pu l'être un peu plus tôt dans ce cas-là. Oui, Il peut-être. fallait provoquer la discussion, mais ça a le mérite d'être clair. Et je me suis dit bon, bah, je vais refermer le cahier, et puis j'ai dit voilà. Et donc c'est là où je me suis dit, bah, comme je suis mouillé jusqu'au genou, j'ai appelé Valentin, je dis bon, bah, on plonge là. Ouais, c'est On parti. plonge. Et l'anecdote, c'est que pour travailler de manière quand même assez pro sur ce rachat, et honnêtement, quand j'y suis allé, je savais à 3/4 du temps, je savais qu'il allait dire non. Je voulais juste qu'on marque le truc et qu'on arrête, Ouais, quoi, bien sûr. d'aller au bout de l'exercice. Mais j'étais quasi sûr qu'en fait, la réponse allait être non. T'avais un ressenti négatif. Ouais. Et en fait, j'avais demandé à Rémi, en fait, qui était en banque d'affaires à l'époque, de nous aider à structurer la partie financement. Et c'est là où le trinôme commence à je dirais, à s'affiner. Et l'enseignement que je retire, c'est que pour tout rachat d'entreprise, la première question qu'il faut poser au cédant, c'est qu'est-ce qu'il a prévu après. Ouais. L'anecdote, c'est qu'Elite existe toujours, que le patron, c'est toujours le même, qu'il a déjà eu deux autres offres de rachat où il a fait la même chose avec des profils comme nous, et les 2 fois, ça n'a pas marché. Parce que simplement, il y a une passion pour sa société que je peux comprendre. Et est-ce qu'il continue à ne pas croire en électronique? Ouais, il s'y est mis à reculons, je crois. Ouais, obligé après. Ouais. Bon, puis depuis le marché a changé depuis notre arrivée, donc mais c'est un entre guillemets un concurrent. Mais je pense que c'est un vrai une vraie complexité en fait pour un entrepreneur de transmettre sa boîte. Et j'ai eu depuis dans pas mal de discussions avec différentes personnes qui ont été dans ces processus-là, qui n'ont pas abouti à cause de ça. D'accord. Parce que l'entrepreneur n'avait pas prévu l'après et donc il ne peut pas céder au dernier S'il n'y a moment. pas d'après, Ouais. il lâchera pas. Ouais. C'est sûr. Et donc, comme tu es un pro des transitions, tu nous amènes encore sur la suite, c'est-à-dire ton projet de cœur, ton projet professionnel principal, Ouais. Emotion. Est-ce que tu peux nous en parler? Et puis l'écosystème, comment l'écosystème ici a pu t'aider ou comment tu as pu t'appuyer dessus et quels ont été vraiment le départ et après le développement, la croissance. Alors Emotion, c'est le projet de Rémi, Valentin et moi. Suite à toute cette historique, donc on se retrouve en fait en mai tous les trois dans un petit chalet au bord du lac de Serponçon. On passe 2 jours avec des bonnes bouteilles de vin, de rhum et une bonne côte de bœuf pour d'échanger un peu de ce qu'on a dans les tripes. Et ça a été un peu la genèse du projet. On était animé par la notion de sens en fait que représentait le projet qui a pour but de réduire les blessures, mais il fallait vérifier qu'on avait la volonté d'entreprendre à 3. C'est pas tous, je dirais, d'accord sur le sens. Et ça a été un peu l'élément fondateur de la création de la boîte. On s'installe à la pépinière Galiléo d'Annecy, et la boîte naît en octobre. Et en 2 mots, parce qu'il faut quand même peut-être de l'écrire pour ceux qui connaissent pas, j'y travaille au quotidien, mais c'est pas encore une boîte ultra connue. In Emotion, on réduit les blessures, notre mission, c'est de réduire les blessures et sauver des vies de motards, de cavaliers, de skieurs, en proposant des systèmes d'airbag intégrés dans les vêtements. Complètement autonomes et Donc, intelligents. votre métier, c'est de sauver des vies. Notre mission, ouais. Et notre métier, c'est de fabriquer des produits qui répondent à cette mission, ouais, c'est ça. C'est important que tu me présentes ta boîte comme ça, parce que j'ai posé la même question à tous les complices. Je leur ai dit, est-ce que ça aurait pu être autre chose que ce métier-là? Et ils m'ont tous répondu la même chose. Ils m'ont dit, oui, ça aurait pu être autre chose. Mais non, il aurait fallu qu'il y ait toujours cette notion de sens, de sécurité, d'apporter quelque chose, de contribution à la vie. Donc, tu confirmes, tu vois, regarde, tu présentes ta boîte, tu dis, moi, finalement, la vision, c'est ça, c'est sauver des vies. C'est important aussi, ça, t'as ce côté-là, quand même. Ça venait de la balançoire, en fait. Ça n'avait pas marché, rappelle-toi. Je me rappelle, ouais. Mais tu vois ce que je veux dire? Pour toi, c'est important qu'il y ait ce sens-là. En fait, je me suis rendu compte que je suis quelqu'un de très passionné et j'ai du mal à fonctionner sans passion. Et par contre, quand je mets la passion derrière, je pense que je peux délivrer de grandes et belles choses. Et j'avais réfléchi durant le cursus scolaire, j'ai été sur des projets. Et chaque fois, je me suis pas lancé parce que je me suis pas senti pouvoir mettre une énergie folle pour la mission de ce projet-là. Et là, j'ai eu un coup de cœur quand Valentin est venu m'en parler la première fois. C'est un truc qui a un vrai impact. Et je me suis dit, ouais, là-dessus, je peux mettre mon énergie. Et je peux mettre une énergie sur longtemps. Et le sens qu'a la mission aujourd'hui, c'est vraiment, je pense, quelque chose qui anime et qui transporte toute la boîte, tous les gens d'Inemotion. On le sent, on le vit, qui anime aussi tout l'écosystème. Et c'est un formidable moteur pour tout le monde. Des fois, c'est pas facile à porter parce qu'il y a quand même une petite charge mentale à avoir quand on est sur des produits comme ça. Je sais pas si on en parlera, mais c'est quelques anecdotes qui ont été riches en émotions. Mais par contre, oui, c'est une des 4 choses que je recherchais en créant ma boîte, c'était avoir du sens et avoir un impact positif sur les gens, sur la vie des gens.
il y a une autre des dimensions dans les 4. C'est toujours cette notion de tribu. Donc, tu as parlé de trio magique. Finalement, tous les 3, vous avez une complémentarité. Il y en a un qui est plus dans le dev, dans la partie technique. Il y en a un qui est plus dans la gestion et l'autre qui est plus dans le business et dans la partie commerciale, finalement. Ce côté tribu, c'est pareil. Je sais que tous les ans, il se passe quelque chose. Ben ouais, tu me regardes en souriant. C'est ce fameux appartement de Méribel où comment faire rentrer plus de 30 personnes dans un 25 mètres carrés. C'est ça. Une façon de challenger. C'est le challenge, c'est le nom du challenge. Et on me dit que chaque année, il y a de plus en plus de monde. Et là, c'est très important pour toi, tu vois, le côté Club Med dont on parlait. Hein. Finalement, la vie, c'est plein de Jacadi. Ouais. C'est que toi, tu es l'organisateur. Ça, c'est pas négociable. C'est toi qui organise. Le plaisir de faire plaisir. C'est ce qu'on m'a dit. C'est important encore une fois, et ce rendez-vous annuel, alors je sais qu'il y a une histoire de luge, il y a une histoire de nocturne, enfin, il y a tout un truc autour de ça. Les gens en parlent avec beaucoup de bonheur, beaucoup de sympathie, beaucoup d'émotion. J'ai toujours en fait besoin de nourrir cette envie de réunir des gens et de leur faire passer un bon moment. J'ai la chance que mes parents étant savoyards, on a ce petit chalet de famille qui paye pas de mine dans une station qui en plus a gagné en notoriété, mais à la base c'est mon grand-oncle qui avait construit ce petit truc sans prétention. Et c'est une fois de plus un vecteur de réunir des gens dans un cadre où ça va faire plus de 20 ans en fait qu'on a ce rendez-vous. On a démarré à 4 potes. Effectivement, les dernières années, alors on a les enfants, donc ça change un peu. Mais oui, des années, on est monté à 35-40. Et on a mélangé des gens improbables et ça s'est toujours super bien passé. Et au fur et à mesure, c'est devenu des réflexes, puisque ceux qui sont là depuis 10-15 ans ont les trucs. Donc effectivement, on rentre tous les soirs en luge par 4 km de luge le soir du réveillon. On a conduit des dameuses. On fait en général un feu d'artifice assez mythique. Les cocktails qui vont avec. Et il y a bien sûr le record tous les années du nombre de personnes capables de manger, danser et faire la fête dans un espace le plus restreint possible. Et c'est quelque chose que tu fais également au niveau famille, parce que tu as aussi le sempiternel vendredi soir, c'est ça, avec tes enfants, où il y a une histoire d'apéro, de musique, c'est pareil. Là aussi, il y a un moment de dire, voilà, la semaine, elle est finie, on se retrouve, on passe un moment ensemble. C'est la même histoire, finalement, tu recherches la même chose, là. Ouais, il y a une petite tribu à la famille, puisque on a 4 enfants, donc de 4 mois à 8 ans. Et le vendredi, c'est le jour de la fête. Donc les enfants, il y a une partie où ils ont des lumières spéciales qui sont installées et ils savent qu'ils mettent la méga-boom, l'enceinte connectée, ils mettent leur musique et c'est le petit moment où on se retrouve, où on profite, où on célèbre le fait d'être ensemble. Alors pendant le confinement, ça a bien marché et c'est clair que depuis, c'est devenu un réflexe et la petite de 3 ans, elle sait très bien que dès qu'elle a fini son repas le vendredi, elle va mettre la musique et les lumières en route et c'est parti. Tu parlais du confinement et comme tu es le roi de la transition, je t'en remercie encore une fois. Le confinement, c'est quelque chose qui est tombé, ça tombe toujours mal, hein, bien évidemment, mais pour InEmotion, c'est quelque chose qui est effectivement qui a mis un petit peu de grains de sable dans les rouages, notamment des décalages. Avec le recul, vous l'avez plutôt bien géré, même s'il y a eu des petits décalages, je fais allusion notamment à la levée de fonds, mais au global, avec le recul, si on n'en est pas vraiment encore sorti, mais comment ça vous a soudé encore plus, j'ai l'impression. C'est sûr que je pense pour énormément d'entreprises aujourd'hui et de salariés, d'entrepreneurs, ça a été un sacré cataclysme. Nous, c'est arrivé le moment où la saison elle décolle. Pour faire l'allusion, parce qu'on a une région de ski, c'est comme si on avait dit à Rossignol que, alors cette année ils l'ont vécu, hein, mais sans prévenir, sans crier gare, en fait, le 20 décembre, il n'y aura pas de saison de ski. Donc c'était le 15 mars. 15 mars, c'est l'ouverture de la saison de moto. On était presque prêt, je dirais, quelques trucs à caler, mais pour tout lancer, l'équipe on avait pas eu des recrutements, on avait une belle perspective devant nous. Et ben effectivement, en parallèle, une levée de fonds qui devait se faire et 2 fonds d'investissement qui, coup sur coup, alors qu'on avait reçu les term sheets, nous disent, ben non, en fait, il y a Covid, il y a lockdown, on arrête tout. Et donc là, il faut se remobiliser. Il y a toute l'équipe qui se retrouve chez soi, les ventes qui sont quasi nulles. Mais je pense que c'est la force, par exemple, de mon associé Rémi, d'avoir été tenace et d'avoir recontacté des fonds à poste, d'avoir pas lâché le fil. Finalement, on avait notre fonds américain qui nous a soutenus. Et puis l'autre fonds, bah en fait, les 2 fonds qui ont finalement refusé, on les a pas recontactés, plus que ça. Même si je respecte leur position, hein, une fois de plus, ça s'entend. Mais on a été mis en contact avec un autre fonds et en gros c'est quelqu'un que j'avais rencontré sur un salon de la moto qui était motard et qui lui-même a travaillé dans un hedge fund, qui me harcelait depuis quelques mois par mail en mode ouais mais j'ai un pote qui a un fonds, il faut que vous le contactiez. Et je dis à Rémi bon écoute
il y a ce mec-là, je sais pas ce qu'il vaut, faut peut-être tenter. Et ben finalement, ils ont investi chez nous. C'est encore la méthode Jean-Claude Duss. Exactement, ouais. Ah ouais, Rémi dit que c'était un mal pour un bien parce que tu viens de le résumer, mais effectivement, il y a eu un no-go à un moment plus ou moins trigué, plus ou moins déclenché par la partie Covid, mais voilà. Et finalement, vous retrouvez mieux après. Et c'est incroyable, ça aussi. Ce qui est super, c'est qu'en fait, nos utilisateurs font preuve d'une super résilience. On a très peu de gens qui nous disent, je peux pas rouler en moto, je veux plus payer parce qu'on a une forme de rentrée d'argent qui est liée à une adhésion en fait à notre service et à notre club. Personne résilie, les motards sont super positifs. Nous, on fait même un geste pour protège ton soignant. L'équipe InEmotion, elle est super investie. On doit faire quand même un peu de chômage partiel, tout le monde s'attelle. Et on profite en fait pour caler les quelques trucs qui étaient pas si près que ça pour lancer la saison. Et quand la saison repart, en fait, l'équipe fait une preuve de super résilience, tout le monde repart au taquet, les ventes aussi. Et en fait, c'est dans les moments d'adversité et de complexité qu'on voit comment les humains, comment l'homme réagit, l'homme dans le sens l'humain. Et là, on a eu une preuve malgré nous de la solidité de notre trio, la solidité de toute l'équipe et de la force de notre produit et de sa communauté. Tu as dit à juste titre, on parlait de tribu et en fait, ça s'applique aussi aux clients. Tu disais, tes utilisateurs sont partie prenante dans votre aventure et d'ailleurs souvent vous ont permis de développer, mais parfois non. Et j'ai une anecdote qui est sympa, qui est marrante. Alors là, on est dans le monde du ski cross. Vous êtes en train de peaufiner les algorithmes, donc les athlètes, il faut et ils participent tous, presque tous. Il y en a un qui participe pas, et il est russe. Et puis il veut pas jouer le jeu et il te le dit clairement. Tu te rappelles cette histoire ? C'est pas tout à fait ça. Alors vas-y, raconte. Notre système est basé sur de l'analyse du mouvement. Et donc, en temps réel, le capteur va analyser 15 000 valeurs par seconde pour déterminer une chute. Donc forcément, au départ, il faut agréger un maximum de données pour caler les réglages des capteurs et prendre les décisions au bon moment. Sinon, en fait, quand la personne tombe, on gonfle pas l'airbag, ou des fois, il ne tombe pas et on gonfle. Et nos premiers testeurs, c'est des champions du monde de ski cross. Valentin c'est lui qui avait créé le lien avec les équipes. Il passe même 6 mois avec ces équipes-là. Il crée un vrai lien avec eux. Et puis au départ, l'équipe de France est équipée. Puis ensuite, d'autres équipes se mettent à s'équiper. Et on équipe les Russes. Et il y a un athlète qui a une masse musculaire et une carrure qui fait qu'il amortit aucun saut. Et son coach nous le dit. Et sur une course, en fait, il amortit pas le saut, ça déclenche l'airbag et il se qualifie pas au tour d'après. Et on est dans la raquette d'arrivée et il débarque. Je suis avec un collègue qui vient se cacher derrière moi. Le mec fait 1m90, Sergueï. C'est un gars très sympa. Hein. Et il parle avec un anglais approximatif. Il me dit « This is very not good ». J'ai compris, ça, en 4 mots, que c'était pas bon. Et le soir même, on est convoqué par le coach qui nous dit, c'est un Autrichien en plus qui bossait pour la Fédé russe, qui nous dit, quand j'ai appelé Moscou, quand l'armée rouge achète un hélicoptère et qui se crache la semaine d'après, il le paye pas. C'était cash. Et en fait, honnêtement, l'équipe russe est très sympa, les athlètes aussi, et ils ont continué à s'équiper. On a eu plein de cas où on les a protégés. Sergueï n'en a jamais voulu, et en fait, le coach a commencé comme ça pour nous expliquer derrière qu'en fait, ils allaient eux aussi, les coachs et les athlètes, amortir le choc et faire en sorte que ça passe, parce qu'ils étaient à fond pour l'airbag. Et j'ai un autre exemple comme ça qui était très riche en émotions avec l'équipe de France. Pareil, on a un pépin en fait la veille d'une des plus grosses courses à Val Thorens. Et on descend tous les voir, et ils sont dans leur hôtel, on leur dit on va devoir faire un réglage de l'algo parce qu'ils déconnent. C'est la veille de la course, et on leur dit d'habitude on fait jamais ça, c'est une course de Coupe du Monde, ces athlètes-là, ils sont là pour, il y a de l'argent en jeu, il y a des postes, on est sur les meilleurs mondiaux. Il y a des gens comme Geoffrey Chapuis qui sont champions olympiques, les deux frères Midol du Grand Bornand. Et on leur dit, nous demain on va faire un réglage. Vous allez prendre le départ de la course avec un produit avec une version qui a jamais été testée, un réglage qui a jamais été testé. On le teste nous en artificiel, mais d'habitude on fait jamais ça la veille d'une course, donc on comprendra que vous le portiez pas. Et je me rappelle, il y en a Jonas de Voissou qui dit, ouais moi je le mets quand même. Et puis un deuxième et un troisième, en fait tous ils disent je le mets quand même. Donc le lendemain ils descendent avec un produit qui n'est pas 100% testé parce que vous avez fait une modif de dernière minute d'algo, c'est ça ? Parce qu'on a eu un problème la veille, c'est Valentin qui bosse qu'à 2h du matin pour résoudre le truc. D'accord. Et le lendemain ça se passe bien. Mais d'avoir en fait des clients qui disent je vous fais confiance les mecs, et je sais que ce que vous faites c'est bien. J'en ai encore un peu l'émotion, mais c'était bon. C'est une vraie preuve. Et c'est là où en fait on voit le sens de ce qu'on fait. Et la responsabilité de truc, je peux te dire qu'avec Valentin, quand on a assisté à la course en bas dans la raquette, en termes d'émotion, t'es pas mal. Là, si t'as un pacemaker ou t'as un truc qui calcule le battement cardiaque, on était haut là. Et pas de Sergueï en vue, donc on était bon. Sergueï est passé, Sergueï a fait sa course, ça s'est bien passé.
Pef, on arrive à un moment important de notre discussion, parce qu'il faut pas se louper. Et puis là, alors là, du coup, c'est le micro t'appartient, c'est ton coup de gueule. C'est aujourd'hui, il y a certainement des choses qui te plaisent, et puis il y a des choses qui t'irritent ou des choses qui te font réagir. Est-ce que tu veux bien partager un petit peu ton sujet du moment? Alors, ceux qui me connaissent savent que je suis pas le dernier en termes de coup de gueule. Je pourrais citer plein de détails, mais la chance d'avoir, je dirais, d'être à votre micro, c'est quand même de sortir quelque chose de, je dirais, de fort. Je dirais, c'est plus une prise de conscience qu'un coup de gueule. C'est de se dire qu'aujourd'hui, plus que jamais, on est en conscience en tant que personne qui vit dans le monde dans lequel on vit. Quand on prend des décisions d'achat de produits, de choses, en fait, on est bien plus puissant que quand on glisse un bulletin de vote. Aujourd'hui, les consommateurs ont un pouvoir sur les entreprises qui est fort, qui peut être positif pour leur dire qu'elles font des choses bien, et à l'inverse aussi. Et quand un produit ne convient pas ou quand une entreprise n'a pas une bonne éthique, la meilleure manière d'agir, c'est de choisir ce qu'on fait, de choisir ce qu'on achète. Aujourd'hui, quand quelqu'un va commander, parce que c'est pratique, et je renie pas le fait que Amazon a un service génial, en fait, de nourrir un géant comme Amazon, en fait, la Fnac, mais encore plus la librairie des Aravis, Atone, elle tourne moins bien. Donc, si on se plaint un jour qu'on a des centres-villes qui sont vides, faut peut-être réfléchir à ça. Si on se plaint qu'on a certaines pollutions, faut peut-être réfléchir à son mode. C'est de se dire, voilà, qu'on est aujourd'hui en pouvoir d'agir, en pouvoir de décider les choses. Sur Time for the Planet, ils disent qu'on est la dernière génération à pouvoir avoir un impact sur ces changements climatiques. Donc, soyons conscients de ce pouvoir, assumons-le, c'est une responsabilité. Je pense qu'on est une génération qui est plus consciente qu'avant, donc c'est pas facile à porter. Moi, pour avoir 4 enfants, je me dis qu'ils arrivent dans un monde où ils ont besoin d'être conscients de ça. Mais donc, il faut qu'on sorte un peu de ce côté un peu enfantin, où on se dit, oh, allez, tant pis, je continue mon petit plaisir ou mon petit truc pratique, ça va, parce qu'on peut plus, quoi. Donc, si je comprends bien, on est dans une prise de conscience. Et toi, ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui, il faut pas oublier que notre acte d'achat est un acte de citoyenneté militant. C'est ça que tu dis, en fait. Exactement. Avec les responsabilités et les conséquences, qu'on l'assume ou pas. Donc, on n'achète plus seulement un produit, c'est ça que tu dis. On achète des valeurs, c'est ton message aujourd'hui, parce que tu penses qu'on n'y est pas, c'est ça? Non, je pense qu'aujourd'hui, il y a encore pas mal d'achats et de choses qui sont faites parce que c'est simple, parce que c'est pratique à court terme, mais on voit pas ce que ça, potentiellement, ça détruit ou ce que ça abîme à moyen terme. Et par contre, on a accès à l'info, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, c'est sûr que c'est une charge mentale supplémentaire, mais on peut pas continuer à faire l'autruche. Et en plus, toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, grandes ou petites, en fait, elles seront pilotées par leur performance. Donc, en fait, si les achats se guident dans une direction qui est bonne, elles produiront les bons produits. Alors Pef, on arrive dans la partie du Jacadi qui s'appelle le Moving Forward. En fait, c'est les perspectives. Qu'est-ce que tu as comme perspective de développement et qu'est-ce que tu as envie de faire à partir de maintenant? Et est-ce que tu peux nous parler de 4 moteurs en fait que tu aimerais aborder? Tu aimerais nous citer, je crois, 4 conseils ou moteurs pour nos auditeurs, s'il te plaît? Bon, en toute humilité, l'expérience, j'aborde la quarantaine, l'expérience InEmotion est riche et si je peux partager en fait quelques éléments qui peuvent inspirer ou aider. Moi, j'ai aujourd'hui 4 moteurs qui sont vraiment forts dans la démarche entrepreneuriale. Le premier, c'est la notion de sens. On l'a vu avec le projet InEmotion. En fait, trouver quelque chose qui a du sens et qui je dirais, permet de se transporter, c'est le gage d'avoir un moteur quasiment avec un carburant inépuisable dans un projet. Et on sait qu'un projet entrepreneurial, il va falloir se mouiller, relever les manches. Le deuxième, c'est la notion de liberté. Et je trouve ça, c'est quelque chose qui est très fort, de pouvoir se dire qu'on prend des décisions et qu'on a liberté d'en prendre des bonnes comme des mauvaises. Mais cette liberté de tenter d'expérimenter, moi j'adore expérimenter, je suis plutôt en mode action, réflexion, action que l'inverse. C'est ce que ça apporte. Le troisième, c'est la notion de challenge. Alors, c'est sûr que entreprendre dans une grosse boîte, il y a une liberté liée au fait qu'il y a énormément de budget. Des fois, entreprendre, oui, on est libre, mais quand on se retrouve à 3 dans 25 mètres carrés avec aucun budget et personne qui nous attend, on se sent libre, mais avec rien pour profiter de cette liberté. Mais par contre, cette notion de challenge, on se dit qu'en fait tout est relevable, tout est possible, et il y a des projets entrepreneuriaux ou des histoires comme des gens que vous recevez dans Jacadi qui le prouvent. C'est génial, et quelqu'un qui cherche un peu cette envie de se confronter, aussi de se confronter à soi-même. Je pense que l'entrepreneuriat, c'est aussi un des meilleurs moyens de cheminer sur la route de connaissance de soi. Je pense, super important. Et puis la dernière chose qui m'anime, c'est la notion c'est l'aspect sensation.
En discutant pas mal en fait avec des athlètes de haut niveau, on s'aperçoit que ce qui arrive à les motiver à se dépasser, c'est la recherche de sensations qu'il n'aura plus dans le passé. Et moi, quand je retrace avec vous, entre autres, cette historique et cette vie, entre autres chez InEmotion, c'était quand même des sensations super fortes, avec des athlètes de niveau, avec une équipe qui grandit. On est parti à 3, on est 50 aujourd'hui, avec un nouveau bâtiment. Donc voilà, la notion de trouver du sens, pouvoir expérimenter cette liberté, se confronter à des challenges qui permettent de se tester, d'exister, de grandir, et puis retrouver des sensations qui sont fortes, qui font qu'on est vivant, quoi, en fait. Et c'est quelque chose en plus que je crois dans ton engagement, en parallèle de ton activité professionnelle, tu contribues, je sais, à certains mouvements. Je fais allusion au CJD notamment, et puis également à Initiative Grand Annecy. Donc encore une fois, avec l'humilité dont tu parles, mais aussi l'expérience que tu es en train de développer, tu essaies de contribuer, de participer à accompagner de jeunes entrepreneurs, c'est ça un petit peu ? InEmotion a été depuis le début, avant même sa création, super bien aidé par tout ce qui existe en France pour aider à la création, la reprise d'entreprise. Et je tiens à le souligner parce qu'on a un pays qui est génial pour ça. À Annecy, il y a Thésame, Initiative France, le réseau Entreprendre. On avait bénéficié de locaux dans une super pépinière qu'on a quitté il y a 2 semaines. On était presque les Tanguy de la pépinière. On y a fait 6 ans. Il fallait y faire 2 ans à la base pour dire à quel point on se sentait bien. Donc, il me paraît tout à fait normal à mon petit niveau et Rémi le fait aussi, de redonner un petit peu de ça. Donc, je suis effectivement membre, je suis référent innovation sur la région, sur le sillon alpin pour l'évaluation de projets technologiques. Ça m'arrive d'être bénévole aussi sur quelques projets de création. Et puis le CJD, je voulais retrouver un moyen de m'oxygéner l'esprit, de continuer à apprendre, continuer à grandir en tant que personne. Et le CJD, c'est le seul mouvement que j'ai trouvé de créateur d'entreprise, de manager, qui a une dimension vraiment humaine dans son ADN. C'est vraiment le but de mettre de l'humain au centre de l'entreprise. Et donc, j'ai adhéré à ce mouvement il y a une année maintenant, et c'est l'occasion de rencontrer plein d'entrepreneurs, plein de managers, et d'apporter ce qu'on peut apporter comme le berger espagnol, qu'on y trouve ce qu'on y apporte. Donc, si chacun apporte des choses de qualité, on passe un excellent moment. Et j'imagine que ça marche dans les 2 sens. Donc, tu te nourris autant que toi, tu apportes aux autres, c'est ça l'idée, hein ? Exactement. J'ai eu une phase en étant entrepreneur où... après, je dirais 4 années d'investissement intense dans la boîte, j'avais un peu la sensation de manquer d'oxygène, de manquer de réflexion, de créativité. Et, j'ai travaillé avec Véran, qui est une personne qui m'a accompagné au niveau perso. Et j'ai compris qu'il fallait que je réouvre un peu mes chakras, que je me remélange un peu dans le réseau, et que des fois, si j'étais pas forcément en activité à 100% pour InEmotion à l'instant T, dans le moment qu'on passe ensemble ce matin par exemple, et contribue indirectement parce que ça m'ouvre l'esprit, ça me fait prendre du recul, et donc je suis meilleur dans mon quotidien chez InEmotion. Pef, on arrive à un moment important, on est à la fin du moment passé ensemble, et c'est l'occasion pour Cyril et moi-même de te remercier de partage, comme tu dis, avec beaucoup d'unité, mais beaucoup de sincérité, de passion. Et puis nous, tu sais, on a eu humblement, nous aussi, cette démarche dans ce projet Jacadi qui nous anime en ce moment, et on a souhaité dès le départ y mettre une définition. Et cette définition, il se trouve que le hasard de la vie a fait que, à la fin, c'était 3P, donc ça fait très marqueteux dans l'approche, mais c'était pas la démarche. C'est de dire que pour nous, le mouvement qu'on est en train d'avancer dans Jacadi, c'est d'abord, c'est être positif. Et être positif, parfois, tu l'as dit, c'est dans la diversité. Tu nous as cité quelques exemples, on en a tous en tête. Mais voilà, l'idée, c'est une dynamique, il y a un mouvement, il y a une volonté d'avancer. Le deuxième, c'est pragmatique. Tu sais, on dit ce qu'on fait ce qu'on dit, mais c'est aussi important d'être acteur finalement. Hein. On a des projets, mais à un moment, il faut les consommer. Et l'entrepreneuriat est quand même un des terrains incroyables pour aller de l'avant. Et le troisième, c'est persuasif. Et alors là, c'est pas simple, hein, mais tu as montré que tu savais l'être avec tes équipes. C'est souvent pour soi-même. Il faut se persuader soi-même, persuader ses proches, et puis parfois amener des gens autour de nous. Mais ça, c'est notre définition. Et nous, c'est open source. C'est-à-dire qu'on la met sur la table. Et puis, on a l'habitude de demander à nos invités la leur. Et c'est le moment où j'aimerais bien connaître un petit peu toi maintenant. On vient de passer un petit moment ensemble. Ça serait quoi, toi, ta définition de ton Jacadi à toi? Ce qui est sûr, c'est que je suis tout à fait en phase avec les 3P, et je pense qu'ils sont super pertinents pour des projets d'entreprise. Ce que tu décris en plus sur ces Jacadi qui sont en fait des marqueurs forts dont des fois on n'est même pas conscient quand on les vit à l'instant T, et en ayant passé ce moment avec vous, et je vous en remercie, ce moment assez intime mais assez génial, en fait on se rend bien compte de moments clés qu'on vit dans notre vie.
Et je vais reprendre ce qu'on s'était dit tout à l'heure, mais pour moi, ma définition du jacadisme, c'est la méthode Jean Claudius. Alors, tu nous répètes? C'est le fait de dire à un moment donné, t'es face à quelque chose qui paraît un peu gros, un peu énorme, mais t'as envie, et donc t'oublies que t'as aucune chance, tu fonces, sur un malentendu, ça peut passer. Notre épisode touche à sa fin. Merci Pef pour ta présence et pour ta sincérité. Merci Gérald. Jacadi, suivez-nous et n'oubliez pas de abonnez-vous vous bien abonner sûr. et suivez-nous On se retrouve sur les bientôt podcasts pour une Jacadi. nouvelle partie. À très bientôt. Merci. En attendant, Merci. soyez positifs, pragmatiques et persuasifs. Jacadi, inventez vos propres règles. Encore un grand merci à notre partenaire, l'établissement Les 13 Hommes à Annecy, un hôtel dans un cadre incroyable entre lac et montagne et qui vous accueille dans le respect des protocoles sanitaires.